Maintenant, je pense qu'il faut trouver Ouais. et se focaliser. Et si t'es passionné, tu iras toujours beaucoup plus loin sur tes compétences. Les gens, ils lançaient des sites, ils se faisaient de l'argent. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai voulu lancer des sites, mais Ouais. ça n'a jamais marché ou fonctionné. Plus ou moins les 3 P, c'est le porn, les pilules, le pills et la pub, quoi. Et hello tout le monde, c'est Romain. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, grosse vidéo. Je suis vraiment hyper content de pouvoir présenter à la communauté BHM, TBL et tous ceux qui me suivent depuis des années. Je vais vous présenter Edwin, un ami de longue date, voilà, qui a vraiment un parcours hyper atypique et que j'ai souhaité vous présenter voilà, aujourd'hui. Donc l'interview va durer 1h, 1h30 et c'est un grand plaisir de te recevoir. Comment tu vas, Edwin? Très bien, merci pour l'invitation. Avec grand plaisir. C'est vrai que je t'ai proposé la semaine dernière. Je sais plus c'était quand, je crois que c'était mardi, mercredi. Vu qu'on se côtoie tous les jours maintenant depuis presque 4 ans, on était à Malte, on pourra en parler. Maintenant on est à Bali depuis 4 mois. Ça se passe extrêmement bien. Et également pour ton business, ça se passe bien. Donc c'était l'occasion de faire une vidéo ensemble. On s'est dit également qu'on allait rajouter une règle. Pour chaque question, je te proposerai de boire un shot ensemble. Donc voilà, pas d'alcool bien sûr, que du jus de pomme à consommer avec modération. Donc pour commencer, je te laisse te présenter tout simplement et après je vais servir un premier shot le temps que, voilà, que tu te présentes. Ok, pas de souci. Donc moi c'est Edwin Escand, j'ai bientôt 31 ans. Donc je fais du web, on va dire, depuis quasiment maintenant 10 ans. Ouais. Donc en gros, pour commencer un peu dans ma vie un peu trépidante, quand j'étais en troisième. Donc en troisième, c'est la fameuse phase où on doit choisir qu'est-ce qu'on veut faire après les études, tu vois. Y a souvent des conseils d'orientation, des choses comme ça. Et moi, j'ai eu la bonne idée de faire ma troisième, une priorité avec les jeux vidéo. Donc, je jouais beaucoup à Counter-Strike. Ok. Et ça m'a valu mon année. Donc, j'ai commencé à redoubler en troisième, car je souhaitais faire des études généraux. Ok, donc tu as redoublé quand tu avais 14-15 ans, je crois. Exactement. Troisième, Parce qu'en gros, c'est vrai que dès que tu arrives en troisième, on te met un peu la pression en disant qu'est-ce que tu veux faire dans la vie. C'est ça. C'est assez compliqué, surtout quand à l'école, on n'apprend pas vraiment la vie, c'est plutôt scolaire. Bien sûr. Donc, quand on arrive devant la feuille, souvent on demande aux parents et les parents veulent toujours qu'on soit avocat, astronaute, C'est médecin, ça, dentiste. Mais tout sauf entrepreneuriat en mode peut-être je vais aller voyager, je vais créer une boîte, mais jamais mon fils. Mais c'est Exactement. pour en parler. Mais... Et heureusement, parce que sinon tous les gamins seraient astronautes à l'heure actuelle. Donc en gros, devant cette feuille, j'ai un peu écouté mes parents en disant je vais faire des études supérieures, on va dire, entre guillemets. Et malheureusement, je n'avais pas le niveau. Donc après décision avec mes parents, on a décidé de me faire redoubler une première fois. Donc là, je recommence une troisième, dans l'objectif d'aller toujours en seconde générale. Ouais. On arrive à la fin de cette deuxième, troisième, et boum, je suis pas admis. Donc techniquement, on me propose soit de tripler, qui est assez rare en France, ou soit de prendre un cursus professionnel. Ouais. Donc à cette époque-là, c'était les BEP en 4 ans. D'accord. BEP, électronique, des trucs comme ça. Exactement. Tu avais, dans les BEP, tu as tellement de choses, vente, boulanger. Bon, c'était l'époque où on faisait en 4 ans. Et c'est vrai que en venant de la campagne, j'avais pas énormément de choix. C'était soit du manuel, ou soit de la vente, on va dire. Donc c'était vente action marchande. Je pense que ça n'existe plus maintenant. Et donc je pars dans ce BEP-là, pour faire plaisir à mes parents. Au final, j'ai pas énormément le choix. Et au bout de 2 ans, quand j'ai eu 18 ans, j'ai réussi à avoir mon BEP, on va dire, mais il me restait encore 2 ans pour valider, je sais plus exactement, mais un bac. Voilà, c'était un bac après que tu avais derrière, un bac professionnel. Ok, d'accord. Et à ces 18 ans-là, je me suis dit, ça me plaît pas. Ça me plaît pas, s'il faut que je fasse quelque chose de ma vie qui me plaise, tu vois. Et c'est vrai, je commençais déjà à parler depuis 4 ans à mes parents de l'informatique, mais... Parce que, à préciser, mais tu étais déjà dedans, ça on va rentrer dans... Parce qu'en parallèle de faire, j'imagine, tes études professionnelles, tu étais encore un petit peu dans les jeux vidéo, dans les forums, dans les trucs... Exactement. Mais c'est à partir de 18 ans, parce que c'est vrai qu'à l'époque, on parlait de l'informatique aux parents. C'est pas le même step que maintenant, quoi. C'est vrai que... Pour moi, mes parents, ils croyaient que l'informatique, c'était créer que des jeux vidéo. Il n'y avait pas les sites web à l'époque. C'était le tout début d'Internet, quoi. Ah, c'était pas aussi mature où tu vas réparer des PC, quoi. Ouais, mais, exactement. C'est ça, informaticien. Donc, mes parents, ils disaient, tu vas jamais avoir de boulot, tu vas galérer toute ta vie. Les Indiens, ils sont hyper compétitifs, des choses comme ça. C'est vrai que c'était des préjugés de l'époque, quoi. Et au final, j'ai dit tose, hein.
14, à 18 ans, je suis parti à Lyon. Donc là, c'était l'année, une année, je ne peux pas dire sympathique, parce que au final, j'ai vraiment rien. Alors, sympathique, j'ai rien branlé, on va pas se mentir, mais j'ai rien vraiment appris à part faire des bêtises un peu sur l'ordinateur. Justement, cette interview-là, moi, ce qui m'intéresse dans les autres interviews, c'est notamment l'aspect parcours. Et on ne va pas entrer directement dans le business, là où tu en es aujourd'hui, mais ce qui va vraiment intéresser, c'est ton environnement, ton parcours. C'est ça qui t'a forgé en tant qu'homme, en tant qu'entrepreneur, en tant qu'expert du web et du SEO et du marketing. Et on va faire un focus dessus. Donc, je vais juste servir et après, on pourra développer cette partie-là. Pas de souci. À la tienne, Edwin. Attention, je ne pas avec modération, toujours. Nouveau concept. Ouais, il faudra que tu mettes la petite bannière en bas. Oui, exact. Sinon, on va se faire strike. Vas-y, je t'en prie, si tu veux développer ce point-là qui... Ce m'a toujours fasciné dans ton parcours et on s'est rejoint d'ailleurs, même si on ne se connaissait pas il y a 8-10 ans, on a fréquenté les mêmes personnes, on connaît les mêmes admins des mêmes forums et c'est juste incroyable. Vas-y, je te laisse développer. Bah écoute, on est toujours un peu quand même au début d'Internet au final. Donc c'est vrai que maintenant quand on parle d'Internet, on parle d'e-commerce, on parle de WordPress, on parle d'SEO, on parle d'SIA, beaucoup de choses. Mais c'est vrai qu'à l'époque on était plus en mode on va chercher les sujets sur Internet, on va... Le côté un peu curiosité, des choses comme ça. Et surtout, le premier signe, c'est comment gagner de l'argent sur Internet. Quoi. Et c'est vrai qu'à l'époque, il n'y avait pas énormément d'informations, sauf quelques vidéos YouTube ou des forums. C'est vrai que maintenant, on a perdu un peu l'aspect des forums, mais il y avait des forums assez connus. Bon, je peux peut-être citer les noms comme... Donc, il y avait Mesiamuse, par exemple. Il y avait Hackfree, qui c'était les deux plus gros forums francophones. Et c'est vrai que là, on commence à fouiller un peu, on voit des gens gagner de l'argent, on voit des gens qui vendent des e-books, comment ils ont gagné par exemple 1000 euros dans le mois. Alors on parlait de petites sommes, alors peut-être 1000 euros, c'était plutôt à l'époque comment gagner 100 euros par mois que 1000 euros, mais on était tellement fascinés de se dire... on peut gagner de l'argent sans rien faire. C'est ça, c'est incroyable. Et c'est vrai qu'il n'y avait pas le côté un peu éthique comme maintenant, parce que maintenant c'est beaucoup plus régulé sur Internet. Voilà, il y a beaucoup plus de lois. À l'époque, Internet, c'était un peu la jungle. C'était le bordel. Tu faisais ce que tu veux. Après, il fallait faire gaffe. Mais c'est vrai que ça tapait beaucoup moins qu'aujourd'hui. C'est vrai que c'était à l'époque Adopi, ces trucs-là. Voilà, ils essayaient de réguler à leur façon, mais pas Adopi pour les téléchargements. Là, c'est pas de ce dont on parle. Mais c'est vrai que les mêmes forums maintenant ont fermé plus ou moins pour te rejoindre. Ils sont plus présents sur le darknet, par exemple. Exactement, ouais. Mais avant, c'était open bar. C'était open bar, zéro sécurité. Après, c'était même le tout début du darknet, cette période-là, parce que c'était à l'époque où même le Bitcoin était à $60. C'était incroyable. Donc, pourquoi j'en ai pas acheté plus? Mais en tout cas, c'était mentalement, c'était la phase. Vas-y, je kiffe le PC. Il y a des gens qui gagnent de l'argent. Comment faire? Mais j'avais pas encore la mécanisme de trouver mes propres idées. J'étais plus en mode je vais acheter des e-books et vraiment on savait pas trop ce qu'il y avait dedans, des fois c'était du scam, on sait très bien. Ouais. Mais voilà, donc j'ai acheté 2-3 e-books, j'ai fait un peu d'argent dessus, des choses comme ça. Donc là j'étais un peu refait et ça m'a permis aussi déjà une première phase de toucher un peu dans les éditeurs de sites, tu sais. CMS, exactement, de l'époque, ouais. Donc VB ouais, Visual Basic aussi. Ouais, on peut faire un point aussi sur ta partie, puisque toi, tu es développeur. Donc, Edwin, il a créé des applications Shopify, beaucoup de sites internet, parce que tu as eu une agence aussi à un moment, où là, tu t'es extrait récemment, je crois, exactement, pour te consacrer à plein temps sur le projet qui te ramène beaucoup d'argent. Et tu as fait aussi des applications VB, des C++, des trucs comme ça. Voilà. Là, c'était plus... Oui, j'ai fait, mais c'était plus... Vas-y, je regarde un tuto sur YouTube, tout dégueulasse, Cam Studio 5. Au final, derrière, t'écoutais le studio, c'était de la grosse techno, hardcore, il y avait zéro voix, mais tu suivais juste les images. À la fin, tu avais ton petit logiciel quand tu le compilais. Le seul truc que tu savais faire, c'était changer la couleur du bouton. Tu te prenais pour un hiker ou un développeur. Ah, mais c'est vrai, entre... 13 ans et 18 ans, quand tu découvres ça, en plus, personne ne connaît. Tu crois que tu es entre le phishing. Bon, là, on ne parlera pas éthique, parce qu'on était plus ou moins tous des gamins. Mais entre le phishing, l'e-warring, les trucs de brouteur et tout, bon, c'est vrai que ce n'est pas très éthique. Mais c'était open bar. Tout le monde t'apprenait à faire des 100 euros. Mais tu pouvais step très rapidement, parce que plus c'était Black Hat, plus tu faisais d'argent. C'était Black Hat, et en plus, il y avait un peu la notion du spam, sans le vouloir. C'était par exemple, on faisait une interface de phishing ou un petit logiciel, vas-y, tu vas gagner des crédits dans un jeu vidéo comme Habbo Hotel, Dofus, tous les jeux où au final on ciblait des personnes aussi jeunes que nous au final.
Et au final, on se rendait compte qu'on allait dans les salons, on spammait, go rejoindre, tu vas gagner, je sais pas, 100 crédits. Et au final, les gens donnaient leurs informations. Ouais. Donc après, c'est vrai que on avait la petite notion de gagner nos allopass, tu vois, on était déjà content. Ça peut aller vite en plus. Hein. Tu peux faire 500 balles en une semaine avec un petit bot et une malheureusement, je n'étais pas là, mais à ce niveau-là. Mais par contre, ouais, maintenant, tu te rends compte qu'au final, il y avait beaucoup d'argent à se faire. C'était plus le fait de dire, je pense, putain, ça marche, c'est une tuerie, et après tu passes à autre chose. Quoi. Ouais. Comme en SEO, quand on trouve un bon tips, on va pas le poncer pendant 6 mois, on va passer à autre chose des fois, mais on sait qu'on l'a découvert. Et c'est vraiment cette passion-là qui emmènera sur l'entrepreneuriat plus tard. Mais ouais, donc un peu un profil un peu plus testé, les forums, peu dark. Ouais. Beaucoup de curiosité au final. Ouais, curiosité. T'as vu sur les forums qu'on fréquentait, t'as des mecs qui tournaient, des maghrébins ou autres, ou des Indiens qui tournaient à 1000, 2000 balles par jour, tranquille quoi. Ouais, c'était impressionnant. C'était fou. C'était impressionnant. Au final, bon, après, c'est vrai qu'on va toujours revenir un peu sur l'éthique, mais au final, c'est grâce à ça, je pense que maintenant, il y a un peu plus de règles sur Internet, que Internet est un peu mieux construit, parce qu'il y a des mecs qui ont foutu le bordel, quoi. Ouais, c'est clair. Hein. Oui, de toute façon, Internet, c'est fait, on en parlait la dernière fois, avec plus ou moins les 3 P, c'est le porn, les pilules, le pills, et la pub, quoi. Donc, tu étais incendié de pub, de pop-up, que du porno et des pilules pour bander, quoi. Exactement. Et surtout qu'à l'époque, c'était ciblé même sur des enfants, des choses comme ça. Tu vois, que tu n'avais pas l'âge de 18 ans. Même moi, je m'en souviens, là, tu allais sur les bannières, là, tu avais la DSL, tu vois, ça chargeait même pas, mais tu avais même le GIF, je sais même pas si ça existait à l'époque. Et tu avais la vieille femme qui arrivait dénudée. Tu étais là en mode, putain, elle est fraîche, quoi. C'est vrai que quand t'es gamin, mais tu découvres tout ça, tu dis c'est un monde à part entière. C'est vrai que toi, tu as découvert ça entre plus ou moins 15 et 18 ans, où tu as fait tes armes, tu as fait ton... C'est ça. Tu as plein de mecs, que ce soit qui ont eu des succès en crypto, NFT ou autre, ils ont commencé comme nous. Ils ont commencé sur les mêmes forums, ou des fois à faire du phishing, des conneries. Tu pourras même parler des keyloggers, tout ça. Ils ont commencé sur des conneries. Et après, ils sont partis sur vraiment du viable. Mais quand tu as à peine 18 ans, tu sais déjà développé, tu as déjà une connaissance, tu as déjà un réseau de ouf. C'est incroyable, quoi. Exactement. Ouais. Pas besoin d'école de com derrière. Tu sais quoi faire, quoi. En plus, à l'époque, il y avait le site du zéro, je crois, c'était ça. Ouais. Donc on pouvait apprendre rapidement. Et c'est vrai qu'à l'époque, on était plus en mode apprendre toujours pareil, des forums, des sites internet. C'est vrai que YouTube, à l'époque, tu sais, un peu, on va dire, learning, ça n'existait pas énormément. Mais il y avait trop d'informations, quoi. Ouais, site du zéro, c'était incroyable. Incroyable. Et gratuitement. Gratuitement, tu pouvais apprendre tous les langages, que ce soit les langages logiciels ou PHP ou JS ou n'importe. C'est ouf. Et maintenant, avant, il y avait tellement peu de ressources, on va dire. Il y en avait quand même, mais tellement peu, que dès qu'on les trouvait, on les ponçait. Que maintenant, tu as des ressources partout. En un mois, tu peux apprendre le PHP. Ouais. Et tu as des gens, ils ont besoin de mettre 2000, 3000 euros, d'être financés par Pôle emploi ou n'importe pour se motiver. Mais nous, on n'avait pas besoin de ça à l'époque. Parce qu'il y avait tellement peu de ressources. Putain, tu l'as mangé, quoi. Que là, tellement ça déborde, en fait, beaucoup de personnes manquent de motivation, quoi. Après, la motivation, il faut se donner des objectifs. Si c'est juste pour se dire, vas-y, j'apprends le PHP parce que j'ai entendu en soirée qu'un mec, il est développeur, il se fait 10 000 euros par mois en mission, freelancing, des choses comme ça. J'ai envie de gagner 10 000 euros. Au final, je pense que le meilleur, c'est de se passionner au sujet, de le tester. Et s'il y a une vraie passion, c'est d'approfondir le sujet. Et je pense qu'une passion... On dit souvent dans le SEO, il ne faut jamais faire une niche de passion. Moi, je parle plutôt du principe, il faut être passionné sur une thématique de base, pas une niche spécifique, mais si je suis passionné dans le web, je m'investis à fond, j'essaie de trouver mon propre langage ou des choses comme ça. Et après, maintenant, on voit en 2023, les gens ils veulent plus le mot webmaster a complètement disparu d'Internet. Maintenant, on veut des experts dans une niche. Quand un mec il va te contacter sur Malte, il va recruter un expert en Facebook Ads, un expert en SEO, un expert en Java ou en PHP, peu importe. Il y aura même des experts pour les serveurs, des choses comme ça. Donc, c'était chaud. Ouais, pas de souci. Donc c'est pour Vas-y, je t'en prie. C'est pour ça que maintenant, je pense qu'il faut trouver et se focaliser. Et si tu es passionné, tu iras toujours beaucoup plus loin sur tes compétences, quoi. C'est vrai qu'on en a parlé plusieurs fois. On se connaît depuis un moment. Mais l'argent n'est pas une réelle motivation, surtout au début. Le truc du syndrome de l'objet brillant, d'aller chercher 5-10 000 euros par mois, si c'est ta seule motivation, putain, tu vas pas aller loin. Par contre, si tu as envie, même cet esprit de compétition, de dire... tu vois, c'est con, mais comme je disais, spammer des boîtes mail, envie d'être meilleur sur Dofus ou des trucs tout con, ça fait la différence. Parce que tu vas pas voir le temps passer. Que si ton seul objectif, c'est l'argent,
tu peux le faire. On a tous eu de la chance sur des projets, mais la majorité du temps, ça ne se passe pas comme ça. Il faut Exactement. cravacher des mois. Et toi, ton succès du projet que tu as lancé, on ne parlera pas de niche. Aujourd'hui, on est obligé, dans le SEO, on ne donne jamais les niches, évidemment, mais on sera transparent sur le reste, enfin, si tu le veux. Évidemment, toi, ton projet, tu l'as lancé peut-être 1 an et demi, ça a rapidement fait un buzz. Après, tu as su le pérenniser, tu as fait de la SERP Domination, on en parlera après. Mais derrière, c'est 10 ans d'expérience, tu vois, c'est des années d'expérience qui t'ont permis au 7e ou 8e projet de le péter. C'est pas au premier projet. Enfin, les gens voient généralement qu'une partie de l'iceberg, mais ils voient pas tout ce qu'il y a derrière. Exactement. Bah, surtout que. Alors, il y a des gens qui ont de la chance, malgré que la chance, j'y crois peu, parce qu'au final, on l'a créé, cette chance-là. Mais c'est vrai que là, par exemple, quand le dropshipping est arrivé en masse en France, putain, les gens, ils lançaient des sites, ils se faisaient de l'argent. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai voulu lancer des sites, mais ça n'a jamais marché ou fonctionné. Donc, au final, c'est vrai que peut-être le sujet, je ne l'ai peut-être pas approfondi à fond, ou peut-être au final, le dropshipping, ça ne me plaisait pas tant que ça. Donc, pour revenir sur ce 18 ans, donc 18 ans, 19 ans, donc année sympathique, entre guillemets, sympathique, on va dire, à essayer des choses chez soi. Ouais. Je m'en souviens, j'avais même ma belle-mère à m'envoyer des messages, elle avait peur, parce que mon père, il n'osait rien me dire. Il disait, ouais, ton père se fait du souci, c'est pas trop ce que tu fais, on sait pas si tu vas à l'école, on sait pas si tu travailles, quelle est ta source de revenus, des choses comme ça. C'est vrai qu'il y avait un peu le côté underground, c'est vrai que tu peux pas dire à tes parents, bah vas-y, je suis sur des forums, des choses comme ça, je fais pas des choses très éthiques. Non, c'est sûr, tu te sais, panique le daron. Mais c'est vrai qu'au final, il y a aussi la conscience des parents de dire, putain, mais qu'est-ce qu'il est en train de faire mon gamin, quoi. Donc, un peu chaud. Et après, bah, au bout d'1 an, j'ai quand même pris une phase j'ai voulu me raisonner au final. Ouais. Et j'ai décidé de reprendre les études. Alors, je sais pas si c'était une bonne idée ou non. Et c'est là, ce qui est dommage, c'est que peut-être de ne pas avoir en parlé à des proches, à la famille, des choses comme ça, pour m'avoir un peu épaulé sur le côté entrepreneuriat en disant vas-y, tu vas faire des choses sur Internet. Continue, mais que ça soit un peu plus réglo, essaie d'approfondir des connaissances que tu as eues en parallèle cette année-là. Malheureusement, j'ai pas eu cet encadrement-là. D'accord. Donc j'ai recommencé un bac. Ok, tu as repris le bac. Voilà, un bac pro. Un bac pro, SEN, système électronique numérique. D'accord. Je m'en souviens, même la porte ouverte, le gros scam, je me pointe, et je dis ouais, moi je suis passionné d'informatique. À la journée porte ouverte, ouais, t'inquiète, tu vas faire plein d'informatique. Il montrait, ouais, tu vas faire de Arduino, tu vas faire ça. Ah ouais. Tu parles, rien du tout. Le pire scam. Le scam des journées portes ouvertes. Donc au final, je refais un bac pro. Donc là, c'était plus 4 ans, mais maintenant, c'était en 3 ans. Et le problème, c'était la différence d'âge. Donc là, je me suis retrouvé vraiment avec des jeunes en cours. Je crois qu'il y avait jusqu'à 4 ans ou 5 ans de moins que moi. Donc ça fait dur mentalement. Tu avais 19, 20 ans, même un peu plus. Peut-être. Ouais, c'est ça, 19 ans. Donc eux, ils avaient 15 ans. Ouais, il y avait 4 ans. Bah ouais, okay. Tu sors de t'étais 3e. Le papa, quoi. Ouais. Okay. Mais bon, je me suis dit, vas-y, il faut que moi j'ai un diplôme, tu vois. Mais c'est ça qui est dommage de se dire mentalement, c'est il faut que j'ai un diplôme, tu vois. On est formaté comme ça. Exactement. Je te laisse développer, pardon. Mais... mais c'est exactement ça, on les est formaté. Parents, le système éducatif, il tend à évoluer, mais c'est sûr que tu n'as pas un diplôme, tu vas dire, putain, je vais pas réussir. Alors que tu avais des skills qui étaient déjà fat, tu vois. Mais tu n'en étais pas conscient. Exactement. Donc là, pendant 3 ans, bah, j'ai rien entrepris à part essayer de passer ce bac. Au final, j'ai réussi à avoir le bac. Et après, j'ai décidé de rejoindre une école qui était Epitech. D'accord. Donc, pour rejoindre Epitech, tu étais obligé d'avoir un bac. Ah, tu étais obligé d'avoir un bac Un bac. Donc voilà, j'ai fait la première année. Première année, je passe ultra short. Et le problème, c'est que les écoles privées, ça coûte cher. Ouais. Moi, j'avais la chance d'avoir des parents qui pouvaient me suivre. Donc, mon père a pris en charge l'année scolaire. Donc, je crois, si je dis pas de bêtises, tu sais, ces écoles à 10 000 euros. Ouais, ça, 10K. 10K en comptant aussi ton logement, non? Non, 10K que l'école, ouais. Que l'école, ouais. C'est vrai que ça fait un sacré budget. Donc, le padré, il paye de l'école, mais il me dit, voilà, il faut trouver une solution pour le logement. C'est top de sa part, hein. Génial. Ouais. Non, c'est grave cool. Mais le problème, c'est que tu te dis, l'école vaut cher, mais aussi, voilà, je commence à être âgé, il faut que je trouve des solutions pour payer le loyer, tu vois. Ouais. Donc là, qu'est-ce que je fais? Il n'y a pas 10 000 solutions. Je fais un job d'étudiant, je pars à McDo. Ok, ouais. Bah, c'est bien que tu en parles, c'est le titre de la vidéo. C'est pas du putaclic, hein, c'est réel.
Peut-être avant de développer sur le point McDo et Epitech, on peut se prendre un petit jus de pomme. Santé Edwin, au McDo, à Epitech. Bah, McDo, la chance, c'est qu'ils peuvent te proposer des contrats étudiants qui sont assez flexibles en fonction de tes heures, des choses comme ça. Le problème que j'ai pas pris en charge, c'était que Epitech était une école qui demandait beaucoup d'investissement personnel, qui demandait beaucoup de faire d'heures en cours. Ouais. Donc c'est des écoles où tu fais 7-7, tu fais même avant de rentrer, tu fais une piscine. Une piscine qui dure un mois, c'est intensif de Tu fou. peux expliquer rapidement le. Bah, en gros, une piscine, c'est comme une remise à niveau où on t'apprend Linux, on t'apprend les bases du code, du C, là par exemple pour Epitech. Et par contre, c'est ultra intensif. C'est des journées entre 12 heures, 15 heures. Tu dors limite à l'école. Le week-end, tu as des soutenances, des projets de groupe. Tu es toujours. Tu as une phase, en gros, vas-y, on te met sous pression. Il faut faire de la production. En plus, souvent, tu avais des notes en dessous de zéro. Donc, tu pouvais avoir moins 42. Ah oui. Donc des fois tu bossais toute la semaine, tu pointais au truc et tu avais moins 42. Okay. Mentalement c'est dur, mais après c'est fait pour ça la piscine. Si tu réussis pas la piscine, tu continues. Tu peux continuer à Epitech. Okay. Ouais. Tu peux continuer, par exemple l'école de 42 qui est fait par Xavier Niel. Si tu échoues la piscine, normalement à l'époque tu ne peux pas accéder à 42 quoi. Ok, et c'est vrai que c'était gratuit, donc c'est vraiment un système de sélection. Pour ça, ça permet de faire la sélection. Ouais. Donc Epitech plus McDo, fatigue, surtout que là j'étais vraiment en mode scolaire, il faut que je gagne de l'argent. Ouais, tu as la pression du loyer, la pression sociale des parents et la pression de l'école. Surtout, là j'avais encore une pression, c'était aussi de réussir. Ouais, c'est ça. Parce que tu dis, mon père il investit dans l'école, ça fait quand même dur. Bien sûr. Tu veux pas te décevoir, évidemment. Ouais. Donc première année, je passe short, mais short, je sais plus à combien de points je passe. Par contre, deuxième année, fatigue, effondrement, par chance, parce qu'au final, dans cette chance, c'est qu'on avait un stage. Ouais. Un stage de 2 ou 3 mois. Il y a ce stage-là, je pars dans une agence web. Ok. Agence web, donc là, ça me remet directement au front avec les clients, développer des projets. Donc on était plutôt axé sur du WordPress. Bon, c'est pas fou, mais au moins déjà j'avais un pied à l'étrier dans l'agence quoi. Et dans ce stage, je sais pas ce qui se passe. Je discute avec mon maître de stage. Il me dit tu te débrouilles bien et tout. Tu devrais regarder sur des sites un peu freelancing, tu vois. Ouais. Donc à l'époque il y avait Crème de la Crème. Exact. Pour définir rapidement, un concurrent plus ou moins de Malte. Exactement. Mais pour les étudiants. Alors voilà, c'est Crème de la Crème, c'est l'inverse. Ça veut dire les professionnels vont déposer leur projet sur la plateforme et tu pouvais. Alors c'était axé 100% pour les étudiants. Ok. Et il y avait 5 étudiants maximum qui pouvaient soumettre une offre. Et à partir de là, le professionnel pouvait choisir l'étudiant qu'il souhaitait. Donc ça permettait aussi un peu de te vendre. Ouais. L'avantage, tu savais qu'il n'y avait que 5 personnes. Mais d'un autre côté, tu te disais, je suis en compétition avec 5 personnes. Ouais. Donc il fallait savoir se vendre par message privé et savoir négocier les prix, des choses comme ça. Donc là, je commence à faire des projets. Je vois que ça gagne des sous. Ouais, ça rentre des sous. Ça rentre des sous. Ça, c'est top. Ouais. Donc toujours à McDo, là, ça faisait un an et demi. Le stage se termine et puis peut-être que ça se passe mal. Mais j'avais quand même des clients à côté qui me rapportaient déjà de l'argent, quoi. Ouais, donc ça fait réfléchir, mine de rien. Est-ce que tu peux nous dire plus ou moins... Après, évidemment, si tu avais Epitech, McDo, tu ne pouvais pas faire beaucoup de projets crème de la crème, mais ça pouvait être conséquent, les sommes. C'était quoi? C'était un complément de revenu, peut-être 200 €, 300 €? Alors, de mémoire, quand j'ai commencé, j'étais peut-être à 800 € par mois, tu vois. Ah, c'est top. C'était déjà un peu mieux que McDo, parce qu'un contrat étudiant, aux alentours de 650 € par mois, quand tu fais des heures supplémentaires. Mais en tout cas, après, j'ai eu le petit hack du offshore. C'est là que j'ai commencé avec la Tunisie, c'est que je me disais, c'est cool, j'arrive à négocier les projets. J'avais peut-être mon bon copywriting. Tu vois, à l'époque, ça n'existait pas encore le copywriting, mais mentalement, tu disais, voilà. Ouais, tu as toujours su te vendre de toute façon. Donc, qu'est-ce que je fais? Je vais sur, c'était quoi la grande plateforme, la Freelancer ouais, freelance.com. Freelance.com, voilà. Coder.com. C'est peut-être coder.com. Coder.com. Et là, je pose une annonce, je cherche quelqu'un je m'en souviens, c'était pour développer un footer en HTML. Et là, je tombe sur un Tunisien super sympathique. On devient pote sur Skype ou autre. Et là, je me dis, vas-y, est-ce que tu veux un autre projet? Et là, c'est parti d'un projet, 2 projets. Et il me dit, ouais, écoute, là, moi aussi, je bosse à côté. Si tu veux, je te mets en relation avec d'autres Tunisiens, tu vois, des amis du bureau. Lourd.
Donc là, on commence à faire un groupe Skype. Moi, je commence à faire entrer des projets. En plus, je développais plus. Moi, j'étais là juste à aller à McDonald's. Je faisais la transition avec le client. Je faisais de temps en temps un peu le suivi avec le client, des choses comme ça. Je mettais un peu la pression en disant ouais, le client, bon, il gueule un peu, il faut respecter les deadlines, des choses comme ça. Mais en tout cas, cette phase-là, je me suis dit waouh, tu prends un projet, c'était le closing. Je close le client et derrière, je l'envoie en production en Tunisie. Eux, je négocie le prix, je livre, j'encaisse et je les paye. Ah, tu as été assez précurseur sur ça. Parce que c'est ce que la majorité des agences font. Très bien vendre. En prod, c'est des merdes, donc ils sous-traitent. Parce que un très bon développeur français, tu vas payer 10 fois plus, alors qu'en Tunisie, toi, si tu as le bon prix, le bon gars, etc., il va être aussi talentueux pour un prix. Exactement, ouais. Et la majorité des agences, c'est ça aujourd'hui. SMMA, marketing, tout ce que tu veux, même SEO. Et toi, tu as été vraiment précurseur. Et ça s'est fait par hasard, en fait. Par hasard, tu as cherché l'opportunité. Par hasard, ouais. En fait, je voulais pas cibler du offshore, je voulais pas cibler la Tunisie. Je me suis dit, j'ai juste posé une annonce sur codeur.com en disant j'ai besoin d'aide à coder un footer. Et le destin m'a envoyé sur ce pays-là. Et surtout que c'est, même à l'heure actuelle encore, je bosse avec la Tunisie. Il faut préciser, tu as été une équipe de développeurs, avec Pierre, ton associé. Ouais. Vous avez une équipe francophone et une équipe tunisienne de développeurs notamment. Exactement. Mais au final, l'équipe qu'on a, il y a 6 ou 7 ans maintenant. Ouais, c'est vrai que historiquement, ça crée des liens. Et je sais que ton manager technique, il est bon, quoi. Il te respecte, il est fidèle. Et ça, c'est génial. Tu vois. Exactement, ouais. Donc au final, on gagne des sous sur Crème de la Crème. Crème de la Crème, ils sont en train de me dire, mais attends, comment tu fais pour prod là? Normalement, c'est pour les projets d'étudiants. Et je m'en souviens, à un moment, il y avait une meuf, pareil, elle m'envoie un mail, elle dit ouais, j'avais gagné un challenge, comme quoi j'avais fait le plus de projets dans le mois avec le meilleur ROI. Je crois que j'avais fait 13 projets pour 12 000 ou 13 000 euros dans le mois. Okay. Donc c'était la première fois que je gagnais. Alors bien sûr pas 10 cas, parce qu'il y a derrière les charges et trucs comme ça avec les Tunisiens. Mais en tout cas, la première fois que quelqu'un s'intéresse en disant waouh, comment tu fais? Vas-y, on veut un peu suivre ton parcours. Donc c'était un post Facebook en écriture. Ouais, exact. Même sur le site, j'avais retrouvé ta photo. Il y avait une page où tu ressortais dans le classement, quoi. Ouais. Et au final, donc la grande question quand tu gagnes déjà de l'argent, c'est qu'est-ce que tu fais de cet argent-là? Donc moi j'ai eu la bonne idée de tout cramer en boîte. On change pas sur ça. Et on cramait en boîte. Mais ça a été gagné. Pardon, je trouve que ça a été gagné dignement, honnêtement, et tu as créé des contacts, donc c'est que du bénéfice. Exactement. Après, t'en fais ce que tu veux. Ouais, non, mais c'est sûr. Après, maintenant, avec le temps, j'en rigole. C'est vrai que quand tu commences à gagner un peu d'argent dans le web, tu sais, des fois, tu as l'impression que l'argent est de plus en plus facile. Surtout quand tu trouves des process avec les Tunisiens. Tu vois, tu fais moins de boulot, tu fais juste du suivi. Bon, l'argent, il rentre, t'as pas l'impression d'avoir transpiré du front, donc il part aussi vite qu'il est rentré, tu vois. C'est vrai. Et surtout on n'a pas de regrets, on dit bon c'est pas grave, il y aura bien un projet qui va tomber, donc on va se refaire. Et là j'ai une grosse phase, c'était je sors de Crème de la Crème parce que ça se passe mal au bout d'un moment, et je trouve une agence qui me prenne en marque blanche. Ils sont persuadés que c'est moi qui code, mais ils savent pas qu'il y a la Tunisie derrière. D'accord. Ils m'envoient des projets WordPress. Ils vont peut-être regarder la vidéo là. Oui, peut-être. Bah voilà, la vérité tombe. Et donc on prend des projets. Les Tunisiens, je crois qu'on était 4 ou 5 Tunisiens, donc on était une petite équipe. Eux, ils travaillent toujours dans leur boîte. Ils travaillaient à partir de 18h à 23h, super au fait parce qu'on envoyait des Western Union, donc voilà, ça faisait du cash, t'es pas déclaré, des choses comme ça. À l'époque, il n'y avait pas d'autres solutions, il n'y avait pas Revolut, il n'y avait pas de ces systèmes bancaires qui permettaient à l'international. Et l'agence, vas-y, m'envoie des projets. Et là, au final, à chaque fois, je recevais un mail, nouveau projet, vas-y, devise-le, hop, réunion avec les Tunisiens, tac, ça se passait super bien ou autre. Et à un moment, je pense au bout de 7 ou 8 mois de relation, je commence à faire des chromes à l'agence. Vas-y, je crois on était à 7 projets à Chrome, et au niveau, je sais pas, on devait 15 000 euros, tu vois. Ouais. Mais en plus, Chrome, c'est faire des avances. C'est ça, tu as avancé près de 15 000 euros de projets. Ouais. Donc, en plus, quand je faisais un Chrome, je faisais aussi un Chrome aux Tunisiens, entre guillemets. Ouais, donc toi, tu devais assurer quand même la rentrée d'argent pour payer les Tunisiens. Exactement, ouais. Et au bout de 15 000, tu gueules, hein. Ouais. Donc j'appelle la chef de projet, elle me dit ouais, je peux pas te parler, je suis viré. Je dis comment ça? Elle dit ouais non mais le patron va t'appeler.
putain, alors là, j'hallucine ou autre. Je commence à stresser, tu sais, la grosse boule au ventre, putain, qu'est-ce qui se passe et tout. Et vas-y, je la rappelle et tout. Elle me dit, ouais, on est en liquidation judiciaire, on va fermer la boîte. Oh putain. Je suis, attends, comment c'est possible et tout? Mes projets, on en fait quoi et tout? On a livré en plus. Ah, mais je suis viré, donc en gros, vas-y, j'ai autre chose à faire. Ouais, carrément, ouais. Moi, il faut que je retrouve du boulot. Après, je comprends tout à fait, hein. Démerde-toi avec le boss ou autre. Au final, j'appelle le mec, liquidation judiciaire. Il avait plus de 100 000 euros d'impayés. Il fait une fraude sur le personnage. Je sais plus c'est quoi, quand tu payes pas les charges sur les. Ouais, aux impôts sociaux, patronat, et tout ce qui. Okay. Une merde comme ça. Ouais, il était dans la merde, quoi. Okay. Donc, au final, merde totale. Ok, j'ai plus de thunes parce que je crame tout en soirée, je crame tout dans la merde. Ouais. Et tu devais des sous. Je devais des sous en Tunisie. Au final, j'étais à Lyon, hop, comeback chez les parents. Donc là. Comeback, ouais. Et ça fait cogiter. Ça peut être intéressant. Tu donnes ta sensation de. Putain, parce que toi, t'es un mec grave indépendant. Tu kiffes voyager, tu trucs. Bon, on en parlera après, bien sûr, expatriation, nan. Mais t'avais déjà ton rythme de vie, t'avais ton réseau, t'avais des nanas, ou je sais pas, tu vois. Tu kiffais la vie, et là tu rentres chez les parents pour une durée indéterminée. Exactement. Et en plus, t'es obligé, c'est pas tu rentres une ou 2 semaines. Là, c'est tu rentres, mais tu sais pas quand tu vas repartir. Il restait 7 € sur le compte. Ça, t'étais pas négatif. Et des fois, quand je regardais la photo, je dis putain, j'ai quand même eu un shoot à 13 000 €. Il me reste 7 balles sur le compte, en sachant que j'avais un petit loyer de 300 balles. Où est passé le fric quand tu te rends compte que tu fais n'importe quoi quand t'as une phase de jeunesse où tu. Ah, mais ça, il y a des gens, c'est à vie. Hein. C'est vrai que nous, on kiffe, on est jeunes. Mais à un moment, il faut coffrer, comme on coffre là en ce moment même. Tu avais dépensé, tu devais de l'argent aux Tunisie, équipes, etc. Ouais. Donc voilà, un peu un contexte un peu de merde. Et là, tu rentres chez la famille. Je rentre chez le padré. Il me regarde et il me dit t'es con parce qu'au final, tu penses qu'à encaisser, tu regardes pas les législations, tu regardes pas le côté légal, qu'il faut faire un devis à l'époque. Ça, c'est très important. Petit tips, il faut toujours faire un devis quand c'est au-dessus de 500 € parce que quand tu fais que de la facturation comme je faisais, quand il y a un redressement, au final, ils sont où les devis à payer. Donc au final, j'ai eu aucun recours à faire, ça m'a servi de leçon. Donc des primes, au moins on mange bien chez les parents. Ouais, ça te fait redescendre sur terre aussi. Ça a été une bonne expérience pour toi au final? Ça t'a fait cogiter, ça t'a fait. Ah ouais, carrément. Et t'es resté combien de temps Au final, au bout de, je crois, 2 semaines, c'est même venu une histoire, il y a une tradition à Noël. C'est que mon père, ce matin, il arrive dans la chambre, il me dit ouais, vas-y, tu déprimes là, toi qui es toujours à essayer d'entreprendre, à essayer de gagner de l'argent, t'es toujours un peu dans pas les magouilles, mais essayer d'être opportuniste. Ouais, opportuniste, ouais, clairement. C'est pas possible de te voir comme ça, tu vois. Ouais, tu m'étonnes. Donc il me fait un chèque de 500 € et avec ce chèque de 500 €, il me dit tu payes ton loyer à Lyon, tu payes Internet, électricité et tu essaies de rebondir. Et par chance, donc là c'est vraiment par chance, je rentre à Lyon, il me restait 200 € et j'ai eu des personnes dans la société qui a été licenciées, tu vois. D'accord. Il me contacte, il me dit oui, tu étais celui-là qui nous faisait les projets en marque blanche, des choses comme ça. Bon, ça s'est mal passé, nous on voudrait recréer une nouvelle société dans le digital. D'accord, c'est venu de là, ok. Exactement. Donc j'avais 200 €, il me dit oui si tu veux, je sais plus c'était combien, 5 000 € de capital. Donc quand j'ai posé 200 €, j'ai eu quelques pourcentages, tu vois, de la société. Mais en gros, c'était une grande période de ma vie en disant, vas-y, je vais rebondir, tu vois, on me donne une opportunité. C'était des gens que je connaissais pas, mais au final ça s'est extrêmement bien passé. Ouais. Donc on crée la société. Deuxième chance, comme ça s'était mal passé dans l'agence, ils ont pu récupérer les contacts, les clients. Tout le portefeuille client. Ouais. Reprise de clients, donc on a pu de suite rendre l'agence rentable. Et premier salaire, je crois que c'était 2 ou 3 000 € en fixe. Mais en tout cas, c'était pour moi un grand soulagement en disant putain, je vais gagner 2 ou 3 000 €. Mais c'est fixe, c'est sûr d'être payé. On a des clients. Ouais, tu es associé, donc plus ou moins, vous êtes tous plus ou moins équitables. Tu n'es pas là en tant que prestataire où à tout moment, tu peux gagner plus. Mais prestataire, souvent, c'est en bas de l'échelle. Ouais. Donc s'ils veulent pas te payer, ils vont pas te payer. Mec. Avant de faire un procès, déjà il faut du pognon, des avocats, des trucs. Donc là tu es associé, voilà, tu es plus respecté, tu es valorisé financièrement. Okay. Et surtout qu'en plus j'avais envoyé mes 200 balles, je les avais jamais vus les mecs. Tu sais, c'était sur Paris, moi j'étais revenu sur Lyon. Okay. Et je sais pas, la confiance des fois, tu as un instinct de dire vas-y, tu sens le feeling, tu vois. Bien sûr. Et t'avais quoi à perdre au pire? Là, de retourner encore chez mon père. Ouais, c'est vrai que tu avais mais tu mets 200 €,
bon, tu les perds, ça fait chier, ça t'apprend. Mais là, bon, le risque, au final, en valait la chandelle, quoi. Ouais, exactement. En valait le C'est jeu. pour ça que des fois, il faut pas avoir peur de prendre des risques. Bon, après, il faut juger aussi les coûts financiers, des choses comme ça. Bien sûr. Mais des fois, les prises de risques, ça peut faire des opportunités de fou. Donc au final, voilà, on a créé l'agence web. Ça a duré 3 ans. Bon, c'est bien les clients. Après, j'ai pas envie de cracher sur les agences web parce qu'au final, il en faut, hein. Il faut accompagner des Ouais. clients, des choses comme ça. Pour moi, c'était la meilleure école au niveau entre le McDo et l'agence web, c'était les deux meilleures écoles. Déjà, McDo, ça te fait travailler sous pression, ça te donne des responsabilités, tu travailles sous rush, tu dois travailler efficacement, tu dois. Au final, beaucoup de gens disent ouais, McDo, c'est pas ouf, c'est un peu l'esclavagisme, mais je trouve que McDo, quand même, c'est Ça une t'apprend la excellente vie, école. mec. Ouais. Une excellente Toi, école. tu me le disais souvent, ça t'apprend la vie. Et bon, peut-être t'as kiffé, mais surtout quand t'as pas kiffé, Mm. tu sais que tu veux pas retourner. Donc tu vas te donner les moyens de ne pas y retourner et de pas forcément refaire un job alimentaire, quoi. Parce que c'était un job alimentaire, t'avais aucune passion. Ouais. Peut-être tu pouvais manger 2-3 frites à côté en cachette, mais tu Bah, vois. t'as droit à manger gratuit par jour. Putain, T'as bien. 7 points, je crois, de mémoire. Tu pouvais prendre des sandwichs. Là, tu me disais un point, c'était 1 euro. Ouais, en gros, c'est ça. Ouais. Si tu prends un Big Mac, c'est 3 points ou 4 points. Je sais plus exactement, mais ils t'offrent le repas C'est pas mal avant ça. le boulot, quoi. Ok. C'est la bouffe gratuite. Et t'avais pris du poids ou pas? Non, même pas. Bah, au final, j'ai pas pris tant de poids que ça parce que comme j'étais à Epitech, McDo et je commençais à faire les projets web à côté, comme j'avais très fatigué, tu sais, mon corps épuisé, au final. Ouais, j'étais t'étais light. tellement sous pression que. Ouais. Ok. Donc là, c'est le début de l'agence web avec tes associés historiques. Donc, début de l'agence web, bah, au final, expérience. Quand tu crées un projet, que tu es pas investisseur, mais plutôt côté associé, que ça va être ton bébé, que tu as bichonné, mettre dans l'attention, tu as un peu t'as des étoiles dans les yeux au début. Donc, au début, bah, les clients, tu passes du temps avec eux, tu les chouchoutes. Ah, vas-y, mettez-moi des avis sur Google My Business, essayer de faire des prestations de qualité, des choses comme ça. Mais au final, cette passion-là dans l'agency, je l'ai perdue avec le temps parce que beaucoup d'impayés avec les clients, donc beaucoup de pression. Les clients qui t'insultent quand ça se passe mal, qui veulent te mettre des procès. Bon, bref, je pense que l'agence web, il y a des très bonnes qualités. Ça t'apprend le contact avec les clients. Oui, en plus, vous avez des gros clients. Je te coupe, mais vous avez aussi des petits clients. Mais parfois, tu me parles de tes clients, on va pas les citer, mais il y a des gros clients où ouais, c'est carré, quoi. Parce qu'ils dépensent des grosses sommes. Ouais. L'avantage d'une agence web, c'est de vendre du rebuild, tu vois. Donc, si tu es une agence de développement, tu vas vendre des tickets de TMA, tu sais, tu vas lui dire, vas-y, je te fais 20 heures de développement tous les mois, ça va te coûter X prix en fonction de l'heure. Donc, ça, c'est pas mal et ça permet toujours que tes gros clients essaient d'innover dans des features, qui essaient de mettre des connecteurs pour les systèmes de newsletter, des choses comme ça. Et ça permet de les fidéliser, tu vois. Donc, sur le rebuild, dans une agence web, tu peux faire des rebuilds avec les tickets TMA. Donc, tu vas vendre des tickets d'heures de développement. Donc, ça permet que tes clients essayent d'innover tous les mois. Ou même toi, tu peux le conseiller en disant « Ah, j'ai installé un module chez X client. Franchement, il fait un peu plus de conversion. Tu devrais l'essayer. Boum, allez, vas-y, c'est combien d'heures? 2-3 heures. Comme ça permet un accompagnement, un suivi, un roadmap. Et derrière, tu vends des tickets. Donc, c'est très bien au niveau rebuild, ça. Sinon, le SEO, de vendre des abonnements SEO. Donc, ça peut être des abonnements de content, de rédaction pour des fiches produits ou des catégorisations, même des articles de blog. Ok, ça peut être intéressant, je vais te couper, pour vraiment développer cette partie-là parce que l'audience qui nous regarde, c'est des futurs entrepreneurs, mais il y en a, ils sont déjà consultants, prestataires SEO. Et souvent, très bons techniquement, mais on sait que la technique, c'est rien, tu vois. Il faut savoir vendre. Ils ne savent pas justement vendre comme moi, j'ai pu t'écouter à Malte ou même avant. Quand tu arrivais à Upsell, etc. Et vraiment valoriser l'intérêt. Ok, il y a du contenu, il faut du netlinking maintenant. Vous avez du netlinking, il faut remettre du contenu. Analyser le site, trouver les bonnes offres et le proposer aux clients. Ouais. Donc c'est vrai que toi, tu as développé cette branche du SEO dans l'agence où tu étais. Donc est-ce que tu peux développer un petit peu, en gros, comment ça s'est passé les premières fois? Ok. Déjà, le SEO, c'est arrivé grâce à un collègue à Lyon, là, qu'on a un ami en commun. Joanie? Ouais. Ouais, exact. On peut le citer. Big up Joanie. Il y aurait trop de gens à citer à Lyon. Anto, Arthur, Franck, je crois qu'il est de Lyon. Clément, très très fort également. Clément, c'est vraiment quelqu'un à suivre en ce moment même qui prépare beaucoup de choses. Parle pas beaucoup, mais il prépare beaucoup de choses. Voilà, Lyon, très très grosse communauté de SEO. Ouais, parce que même il y a le SEO Camp, des choses comme ça. Ouais, SEO donc Camp il y a des événements.
même des apéros SEO, des choses comme ça. Bon, en tout cas, il y a une petite communauté où les gens se rencontrent, ils sont pas en mode caché. On peut voir des fois dans le monde des SEO, des choses comme ça, quoi. Et c'est vrai que c'est Joanie qui t'a mis dans le bain. Ouais, il m'a mis dans le bain. C'était un peu à l'époque où j'ai essayé le dropshipping, tu vois. Ouais. Dropshipping, au final, j'ai fait 0 €. Hein. Putain, j'en ai fait tellement des boutiques. Je crois que je dois être le mec le plus pourri en dropshipping. T'en avais fait une avec Joanie. Ouais. Que vous avez revendu d'ailleurs. Ouais, on a revendu. Ouais, ça doit être la seule qui a marché. Et par chance, on l'avait racheté à quelqu'un qui était en galère de thunes, tu vois. Ouais. Mais il nous l'avait vendu. Oh, putain, mais je pense que ça devait faire 5 ou 6 000 € par mois. Et le mec, il nous l'avait vendu 500 balles. Il était trop en galère de thunes, tu vois. Il devait sûrement de l'argent à l'État ou à des gens. Au final, le bon plan, c'était le seul bon plan en dropshipping qu'on a fait. Hein. Mais en tout cas... Vous l'avez retravaillé, vous l'avez revendu par la suite. Avec Isabelle, non? Ouais, c'est ça, on l'a revendu. C'était un peu le tout début du... tu sais, les plateformes, ça n'existait pas. C'était un peu sur le Facebook. Vas-y, je tombe en relation, quelqu'un a un peu de thunes. Vas-y, je te veux racheter des boutiques. C'est vrai que maintenant, il y a des plateformes de revente ou d'achat de sites, mais à l'époque, ça n'existait pas du tout. C'était vraiment sur le... C'était très groupe Facebook. Hein. Ouais. C'était principalement ça. Tu as eu Isabelle qui est arrivée. Ouais. C'était une des seules courtières dans l'achat-revente. Hein, ouais, c'était la seule en francophone. Hein. Et mais mec, j'ai fait tellement de boutiques. Je suis en train de penser, j'ai essayé de faire une boutique. Alors ça, c'est pareil. Première boutique que j'ai voulu faire, typiquement une erreur que tout le monde fait. Je sais pas pourquoi, j'ai voulu faire une boutique en anglais. Ok. En sachant que je parlais pas du tout en anglais, mais j'ai voulu faire une boutique dans le yoga Freedom, un truc comme ça. En plus, il y avait une faute d'orthographe à Freedom, je crois que j'ai mis 2 €, je sais plus ce que j'avais fait, putain. Il n'y avait pas de chat GPT à l'époque. Non, il n'y avait pas de chat GPT. Et alors moi, je suis le mec qui ne s'est pas automatisé. En plus, je ne savais pas du tout automatiser, même à l'époque. Donc, je crois que je voulais rajouter 500 produits avec un overlay, tu vois. Putain, j'ai passé 2 nuits blanches à faire mon découpage, à mettre en 300 sur 300, des trucs comme ça. Putain, tout ça pour faire... Au moins, t'en avais envie, on en rigole aujourd'hui. Donc déjà, ouais, de pas lancer des boutiques quand tu maîtrises pas la langue, hein, parce qu'au final, pour écrire Freedom chaud. Avec 2 O quand même, je sais plus ce que j'avais fait avec 2 M, je sais plus la connerie, mais voilà. J'ai même laissé tester une boutique sur des maillots de bain, des trucs, rien du tout. Et au final, Joanie me parlait beaucoup de SEO, il travaillait déjà dans des agences, même sur des projets perso, des choses comme ça, et ça m'a intéressé parce que j'avais déjà un background, on va dire un peu développeur sur PrestaShop. Je me souviens, tu avais fait, je te coupe parce que je suis content, parce que ces histoires-là, je les connais plus ou moins, mais pas forcément en détail. Mais vous avez fait plein de sites ensemble, et toi, tu avais géré notamment la partie intégration, on avait fait le site droit de revente, il y avait une vente. Je crois que j'ai pas envoyé le produit. Je crois on l'a refound. J'avais demandé de le refound après, moi je suis pas accès au strike. Oh gros, j'ai perdu le log. Non, je pense qu'on l'a refound. Non, mais plein de projets. Vas-y, je t'en prie si tu veux développer avec Joanie, hein, qui est vraiment un ami commun. Joanie était très bon en SEO, donc au final on était un peu complémentaires, tu vois. Moi je faisais les sites WordPress. Parce qu'au final, c'était le plus basique et le plus rapide. Et lui s'occupait de la partie SEO, donc commander les contenus, faire le netlinking, des choses comme ça. Et après, je me suis intéressé parce que je me suis dit, c'est intéressant. Toi, tu fais des sites, mais au final, si personne ne le voit, tout le monde s'en fout, tu vois. C'est réel. C'est réel. Donc, je pense que même tout développeur en 2023 devrait avoir quelques notions un peu de SEO, déjà clair. Pour coder propre, pour que ça soit aux normes. Ouais. Juste d'avoir des notions, parce que quand tu vois des choses où tu as 4 H1 sur la homepage ou des pages catégories. C'est vrai que souvent ils sont éduqués sur la partie temps de chargement, mais le reste, contenu, balisage et tout, c'est vrai que ça laisse à désirer, quoi. Exactement, ouais. Donc on a lancé pas mal de sites, et après au final on a même commencé à faire de l'argent par affiliation. C'était le tout début où je gagnais, on va dire, mes premiers roupies. Ouais, premiers roupies, on a à Bali, faut préciser. Sur Snap. Ouais. Ouais, ok. J'allais te filer la niche à Joanie. Et justement, moi, je sortais de cette niche-là, qui était très rémunératrice, hein, d'ailleurs. Elle l'est toujours. Ouais, mais, Snap et aussi les cuiseurs. Ouais, en affiliation, Amazon. Ouais, Amazon, ouais. MFA. Ouais, vous avez lancé plein de projets, tu vois, t'en reparles comme ça. Mais c'est vrai que ça peut pas être... Là, t'as un succès de ouf, on en parlera après. Et c'est que le début, parce que quand on voit le potentiel, il est incroyable. Mais le projet, t'en as lancé patate. Hein. T'en as lancé plein. Des fois, c'est des projets d'une journée, des fois d'un mois, des fois tu gagnes 100 €, des fois tu gagnes 1000 € ou 0. Souvent 0 au début. Hein. Ouais, souvent 0, ouais. Souvent 0. Après, il y a un peu le truc de l'étoile brillante, là, ce que tu disais. C'est que des fois, syndrome, ouais. De l'objet brillant.
Exactement. Bah, une des grosses problématiques des entrepreneurs, un peu, c'est qu'ils vont se mettre sur un projet et je sais pas, tu vas dans une conférence. Alors, je dis pas de c'est pas une idée, mais quelqu'un t'a donné une ouverture d'esprit. Putain, tu vas te mettre 2 jours, tu vas pas dormir, des trucs comme ça. Et au final, je sais pas, il y a un bout d'un moment, tu te lasses en fait. Tu vois, il y a plus cette fibre de création, de trucs comme ça. Moi, justement, je te vois bosser tous les jours depuis 3 4 ans. Et le truc que tu arrives à faire, c'est de rester focus. Mm. Bon, évidemment, tu testes des trucs. Mais pour moi, on pourra en parler après, mais la diversification, c'est bullshit, tu vois. Mm. C'est, frère, tu as un projet, tu le scales. Tu le scales jusqu'à épuisement. Et si ça marche pas, c'est pas grave. Tu as déjà coffré de l'argent et tu réinvestis dans un deuxième, tu vois. Ouais. Mais diversifier, ça veut dire délaisser ton focus sur le premier. Toi, c'est un projet là, tu vois, tu es dans une niche X, pas de porno, mais sans nommer la niche. Tu es dans une niche X, tu vas pas aller dans une niche Y, alors que la niche X, tu n'as que 10% de part de marché et tu pourrais manger beaucoup mieux, quoi. Ouais, bah, le problème déjà de se diversifier, c'est que bah, c'est au niveau de la qualité. Je pense qu'on n'a jamais vraiment exploité à fond une niche, tu vois. Bien sûr. Donc il y a toujours de l'argent à se faire. Après, la niche, elle peut être exploitée dans plusieurs pays ou elle peut être exploitée sur plusieurs acquisitions de trafic, Ouais. que ce soit TikTok, YouTube, parce qu'il n'y a pas que Complètement. le SEO. Mais c'est vrai que de se focaliser sur une niche, ça, sur le long terme, c'est compliqué, mais c'est pour ça qu'il faut toujours essayer de se rénover avec des objectifs. Donc sans parler financier, parce que je pense que financier, ça arrivera tout seul. Mais se dire, vas-y, le concurrent, là, putain, j'ai envie de passer devant, il me challenge C'est un ça. peu, l'auditer, savoir comment il a fait. Ou sinon, bah vas-y, le SEO, ça me saoule. J'ai envie de faire un peu d'IA en ce moment, je vais voir un peu ce qui se passe dans les charts, mais toujours dans ma même Ouais. thématique, tu vois. Comment mon business, parce qu'on ne parle plus d'un site, là on parle d'un ensemble de sites, un business, comment mon business peut bénéficier de l'IA, de Telegram, d'influenceurs, de trucs, mais toujours ouais, Exactement. dans cet objectif-là de grossir, enfin je parle pour toi, mais de grossir ton projet actuel, potentiellement le revendre, Mm. enfin donner de la valeur constamment, effectivement, pas, tu as un projet qui tourne, pas forcément aller chercher à vendre des pilules de telle marque que tout le monde fait, alors que Exactement, tu ouais. vas manger 1% de ce que tu pourrais. Mm. Bah après, ouais, diversifier. Alors après, c'est vrai qu'il faut pas trop se diversifier de partout dans la même niche, tu vois, parce que en fonction des niches, bah, faut être proactif en SEO, des choses comme ça. Donc, Ouais. il faut toujours garder un œil sur les audits, les veilles de ce qu'ils font. Mais je trouve que maintenant, en 2023, un bon SEO, c'est quelqu'un qui est très curieux, qui va essayer de voir ce qu'on peut faire sur YouTube. Mm, mm. Sur YouTube, il y a tellement de trucs à faire. C'est un truc de fou. Ça indexe Ah, YouTube, en c'est moins incroyable. en moins de 10 secondes. Ça peut prendre des P0, des P1 et même TikTok. Hein. Je vois sur de la SERP étrangère. Ouais. Ça indexe dans la SERP en première page, tu vois. Donc, tu vois, tu parlais de SERP domination tout à l'heure. Bah, au final, le SEO, à la place de dire je fais une SERP domination avec 10 sites, au final, avec un seul site et les rich snippets, tu pars une SERP domination, tu vas avoir ton site, Google Images, YouTube, TikTok, tu vois, en fonction des pays. Et donc, tu as quasiment toute la première page de Google, mais juste avec une seule page de ton site internet, tu vois. Ouais, complètement. Toi, c'est vrai que, sans entrer dans le détail, mais tu as pas mal de collaborateurs, que ce soit là avec nous à Bali ou en Tunisie, ou même en France, peut-être en remote. Et bah, il y a une partie des collaborateurs, notamment, qui font que des vidéos YouTube. Mm. Parce que c'est vrai que YouTube, c'est très court terme ou autre. Mais comme tu dis, tu as réussi avec Pierre, ton associé, vous avez réussi à allier les deux et à bah, faire bénéficier du SEO les datas de YouTube, ce qui marche bien sur YouTube, Ouais. hop, tu le caques sur le site, sur les PBN, sur tous ces trucs-là. Mm. Et c'est vrai que le SEO, c'est pas une finalité en soi, loin de là. Bon, c'est juste une pierre à l'édifice, quoi, le Ouais. SEO. Mais tu vois, il y a des mecs en SEO, il en faut, hein, dans des boîtes, ils vont être SEO exécutifs, tu vois, ils vont être très bons, par exemple, dans l'achat de liens, ou très bons pour faire des plans de rédaction pour des rédacteurs, des choses comme ça. Mais je pense que maintenant, si ces personnes-là ils disent, vas-y, je me lance en solo, ça va être compliqué. Tu peux même être le meilleur dans les plans de rédaction, mais maintenant, il faut être curieux, couteau suisse de partout, tu vois. Ouais. C'est un truc de... Il y a plein d'opportunités, mais juste en partant, tu dis, vas-y, je fais du SEO, tu vois. Optimisation YouTube, meta title, description, keyword. Tu vois, quand tu fais du SEO, tu sais lire Google Analytics. Bah, au final, ça te fait des avantages pour lire aussi le YouTube Analytics, tu vois, des Ouais. choses comme ça. C'est bien cibler les keywords, savoir si c'est un keyword business, un keyword informatif, des choses comme ça, tu vois. Non, je te rejoins, surtout sur la partie exécutif SEO. En agence, un prestataire, son but, c'est de ranker. Mm. Mais nous, en indépendant, notre but, c'est de faire de l'argent. Parce que c'est pas le ranking qui va nous payer le loyer,
nos soirées, etc. etc. Donc c'est vrai que les enjeux sont d'autant plus importants en indépendant. Et c'est pour ça que beaucoup de très bons SEO n'arrivent pas à rester en indépendant parce que peut-être ils ne sont pas suffisamment acharnés. Soit ils ont une famille où vraiment ils doivent dégager un revenu très conséquent pour que ça puisse payer toute la famille, les enfants, etc. Mais c'est vrai que beaucoup de SEO essayent d'entreprendre et c'est pas évident. Ouais. Et on sait que la technique, elle vaudra toujours moins que l'aspect business parce que ranker, ça apporte zéro. C'est faire du biz qui est le plus important. Et ranker, c'est un moyen d'y arriver. Ouais, et je trouve que personnellement, je sais pas ce que tu en penses, mais j'ai l'impression que c'est de plus en plus simple de ranker en 2023. Ouais. Parce qu'au final, grâce à ces nouveaux canaux d'acquisition, bah, tu peux, peut-être ça peut être ton site, mais ça va être ta vidéo YouTube ou des choses Bien comme sûr. ça, tu vois. Au final, ça reste du SEO, grosso modo. Et il y a de plus en plus de mots-clés surtout. Pour ça, moi c'est comme ça que je le vois, c'est que effectivement il y a plus de concurrents, mais il y a tellement de mots-clés chaque jour qui sont découverts, tellement de nouveaux produits où les influenceurs font la promotion, il y a de la pub à la télé, etc., qu'il y a tellement d'opportunités qui fait que vas-y, il n'y aura jamais de saturation si tu es éditeur de site. Ouais. Si tu es à l'affût, que ce soit Télématin, des influenceurs Telegram, des mecs de YouTube, tu auras toujours des produits winners qui ne sont pas exploités sur le SEO. Ouais. Exactement, ouais. Et après, tu as aussi la veille. Tu vois, ce que tu dis, c'est intéressant de regarder des influenceurs, mais des fois, il vaut mieux, de temps en temps, regarder aussi ce qui se passe dans d'autres pays, tu vois. Ouais, carrément, ouais. Faut pas toujours se focaliser en France, parce que en France, c'est vrai qu'on a l'avance, on avance sur certains produits, des choses comme ça, mais des fois, les Américains, ils ont 5 ans d'avance. Donc, spy, veille concurrentielle dans d'autres pays, ça peut être très bénéfique. Et de savoir ce qui marche en France dans d'autres pays, ça peut être aussi très bénéfique, tu vois, en regardant des process ou en essayant de s'adapter au pays. Ouais. Est-ce que tu peux nous parler de ton projet actuel sans citer la niche? Vous l'avez lancé il y a combien de temps? Et comment ça s'est passé? Est-ce que vous êtes directement tombé sur un produit winner? Après, bon, tout produit winner s'essouffle. Et après, c'est là que tu rentres en guerre pour, par exemple, refaire les mêmes résultats et après pérenniser tout ce truc-là. Est-ce que tu peux expliquer un peu la chronologie du projet actuel où en fait vous êtes une bonne team à bosser dessus actuellement, qui paye des salaires, qui génère en gros 100 000 euros par mois, quoi. Ok, donc en gros, bah, au final, ça s'est passé avec le lancement de tout début, ça s'est passé à Malte. Ouais. Tu sais, avec Pierre, on avait fait pendant un an des applications Shopify. Bon, techniquement, ça s'est extrêmement bien passé. Financièrement, ça a été un flop. Ouais. Tu vois, comme quoi, même 10 ans après, ça floppe encore. Très bon, on en revient très bon en technique, mais le business n'était pas là. Ouais, bah, Donc, on vous avait êtes pas de parti ailleurs. communauté. Pas de communauté, pas de. Donc, application Shopify, mentalement, quand tu te lances dans le projet, tu te dis, il y a des millions d'utilisateurs. Il y a une marketplace qui est visible par aussi des millions d'utilisateurs. Vas-y, je fais quelques petits modules. Je produis Robin. Non, c'est pas si simple que ça au final. Beaucoup de concurrence. Et si tu n'as pas de communauté, tu me l'as toujours dit, c'est très compliqué pour que les gens téléchargent, posent des avis, des trucs comme ça. Donc tu restes toujours à la 10e page où au final personne ne télécharge, quoi. Donc quand on fait le bilan de fin d'année, au bar, autour d'une bouteille de vin blanc exactement, on s'est dit bon, on fait quoi là? Parce que moi je crois qu'on était à moins 30 000 ou moins 50 000. Ouais, parce que derrière, tu dépenses. On avait les bureaux, tu avais pris des stagiaires, tu avais l'équipe technique, équipe incroyable. Et Pierre, c'est un cadre en plus. Techniquement, même en SEO, il est très très bon. Et ouais, derrière, tu as les coûts qui s'accumulent, mais ça rentre pas, quoi. Ça rentre pas, donc au bout d'un moment, il faut prendre une prise de décision. Donc on décide de fermer l'agence avec un peu de regret en disant, parce que tu sais, quand tu lances un projet, toujours pareil, tu te vois déjà là en fait. Mais qu'au bout d'un an, tu es vraiment encore beaucoup plus bas du lancement. Mentalement, c'est dur. Et c'est vrai qu'on s'est dit à Malte, vas-y, faut qu'on fasse quelque chose. Viens, on lance de l'affiliation, parce que pourquoi? Parce qu'on a toi. Au bureau à Malte, tu faisais beaucoup d'affiliations. Je connaissais déjà ton parcours de l'époque. Tu avais beaucoup d'intervenants qui étaient dans ce milieu-là. Donc, quand on écoutait des vidéos YouTube très intéressantes, ça donnait un peu l'eau à la bouche, tu vois, aussi, de participer à ce business-là. Et toi, tu étais très e-com en plus. Ouais. Tu avais déjà un site qui tournait, que j'essaye de revendre d'ailleurs pour toi en ce moment. Très e-com, mais à part avec Joanie, peu d'affiliation, on va dire. Ouais, quasiment. Jamais après. Donc là, c'était vraiment, vas-y, l'affiliation. Enfin, l'e-com, ça rapporte, mais ça te faisait chier aussi. Tu me disais gestion client, livraison, non. L'affiliation, tu voyais que des avantages par rapport à l'e-com, ce qui est réel en plus. Exactement. Le e-commerce, déjà, il y a beaucoup de concurrence.
Souvent, c'est des grands groupes, mais surtout, c'est le problème du SAV, les avis sur Internet. Tu sais, des fois, le matin, tu allumes le PC, bon, bah, tu as eu un mec qui a mis 1 sur 5 parce qu'il a mis un avis désastreux. Ça te tue mentalement en disant je peux pas le virer, quoi. C'est vrai. Je peux pas le fake. C'est vrai que tu as vu ces problèmes-là et c'était même pas des vrais avis parfois. C'était des avis concurrents ou le webmaster qui voulait que tu payes pour retirer l'avis. Ah oui, ça m'arrivait sur une niche. Ouais, ça c'était l'administrateur qui avait mis sur Signal Arnaque, là. Je pense que ça doit parler à des gens. Et il me demandait trop 5 000 € pour virer l'avis. Sacré business, c'est aussi. Ouf, hein. C'est ouf. Roman avait eu ce même problème-là, d'ailleurs. Ecom French Touch nous avait dit que lui, il avait mis pression avocat et il avait retiré direct. Ouais, mais le truc, c'est que peut-être lui, il est équipé d'un avocat, mais tu vois, le fait de prendre un avocat, Bien mettre sûr. le truc, au final, tu en as pour le même prix. Tu vois. C'est clair. Bah, au final, le e-commerce, le site que tu essaies de revendre, là, c'était très bénéfique d'être tout seul derrière, mais voilà, moi, j'ai voulu surtout arrêter le e-commerce pour toutes ces problématiques, appeler les clients, le SAV, avoir les mauvais avis du matin qui te met mal à l'aise, tu vois, parce que tu dis, je bosse. Je lance ma marque, j'essaie de la promouvoir, je fais du maximum et au final, sur 10 avis, tu vas en avoir un qui va mettre 1 sur 5 sans raison précise. Et mentalement, c'est dur, quoi. Donc au final, là, pour revenir avec Pierre, on se dit, vas-y, on fait de l'affiliation, on tente, de toute façon, on n'a plus rien à perdre. Bien sûr. Donc on boit, on se voit déjà une nouvelle fois de plus. C'est important d'avoir, c'est ça qui nous fait tenir en vrai. Ce truc-là d'espoir, l'espoir de réussite. C'est l'espoir. Bah, tu te projettes un peu en disant vas-y, lui, il gagne tant, ils ont fait de l'argent, on est bon en technique. Donc... C'est vrai que tu avais déjà des datas sur la niche, plus ou moins, où les mecs n'étaient pas excellents et des fois très bons, mais des fois moyens. Ils arrivaient quand même à avoir des sacrés revenus, quoi. Donc, tu as ça. Tu dis, putain, nous, on se pense meilleur techniquement, plus on a du parcours. Go, quoi. Exactement. Donc le lendemain, on appelle la Tunisie, on leur dit bon bah on arrête les applications Shopify, c'est pas contre vous, vous étiez très bon, mais voilà, c'est peut-être aussi un problème de notre côté, tu vois. Donc on a pris la responsabilité, donc parce qu'on a peut-être mal cadré le projet, tu vois, on n'a peut-être pas été bon sur le côté marketing, on n'a pas été bon sur le côté communauté. Donc on prévient les Tunisiens, on avait aussi des stagiaires et on leur dit bon bah voilà les applications Shopify pour leur faire goodbye, on part sur l'affiliation, quoi. Ouais, non c'est bien, c'est des décisions. Des fois c'est dur de dire au revoir, tu vois. Ouais, mais plus c'est rapide, plus c'est bon. Une semaine après, tu vois, t'es déjà passé à autre chose plus ou moins, quoi. Tu peux pas te permettre, en plus avec les coûts que t'as, les enjeux, tu peux pas te permettre de. Enfin voilà, plus c'est direct, mieux c'est. Bah après, le truc, c'est qu'il faut reformer l'équipe, tu vois. Ouais. Donc, en sachant que nous, nos techs, ils étaient sur plus du back-end. Donc là, on partait sur de l'édition de site, donc on partait en front maintenant. Donc, on a dû réinvestir de l'argent sur on va dire, notre petite école en interne, tu vois, la school. Bah, faut se former, il faut faire des tests, on crée un premier site, des choses comme ça. Donc, déjà, on s'est pas dit, vas-y, on part sur l'affiliation dès demain. On lance un site, tu vois. Il y a eu quand même une phase de transition sur 1 ou 2 mois, tu vois, le temps de faire les premières rédactions, le temps de juger un peu le marché où on va, des trucs comme ça, quoi. Mais au final, à l'heure actuelle, on tourne cette vidéo, aucun regret, ça se passe hyper bien. On a créé toute notre technologie maintenant, notre noyau, on a nos projets RD, on scale dans plusieurs pays, des choses comme ça, quoi. Ouais, ça c'est vrai qu'il faut le dire, t'es pas sur WordPress, vous avez votre propre techno. Ce qui fait que ça contribue bien au ranking. Et en tout cas, vous avez des très très bons rankings. Pour parler SEO, vous êtes combien actuellement? Enfin, avec nous à Bali, on est. Enfin là, ouais, c'est ça. Et quand Pierre était là, vous êtes 5-6 quoi, dans la team, plus ou moins. Il y a 2 personnes en Tunisie. On avait commencé avec 3 développeurs. Alors, petit tips aussi, pour les gens qui veulent recruter en Tunisie, la grosse problématique, c'est que les Tunisiens veulent venir en France, tu vois. Donc on a commencé avec une équipe de 3 devs et 2 personnes ont été recrutées par des grosses startups en France. Bon voilà, après moi je ne leur en veux pas, ce qui est tout à fait normal. Ça permet après de gagner de l'argent, de l'envoyer à la famille. Donc au final maintenant on a recruté plus une VA, tu vois, parce que maintenant que la technologie elle est bien fixée, on avait plus besoin de personnes, d'assistants pour nous épauler en SEO. Et après, côté francophone, bah, on est quatre statiques. Et après, on essaie de faire travailler au maximum de freelancers, que ce soit offshore et même des freelancers francophones au niveau rédaction, quoi.
Ok. Oui, après, c'est vrai que on a connu ce truc-là de. Même toi, à Malte, tu avais beaucoup recruté. Et au final, tu vois que beaucoup recruter, c'est plus de problèmes parfois qu'autre chose. C'est une aventure incroyable, tu vois. Et Malte, c'était vraiment fou. Mais c'est vrai que ça fait du bien, des fois, d'être 2 à 3 fois moins. Ça fait moins de dialogue dans la journée. Donc, tu es plus focus. Euh, c'est vrai que t'adresser à une seule personne, c'est plus simple que de t'adresser à 4 5 personnes et Ouais. expliquer pourquoi, du comment, du truc. Donc, ouais, on a beaucoup appris à Malte. Enfin, je pense pour toi, ça a été le cas. Bon, je pense autant que toi. Hein. Ouais, ouais, je pense en termes de recrutement et tout ce qui s'ensuit. Mais voilà, Malte, on peut passer le big up, Julian, Rudy. Franchement, c'était une expérience incroyable. Mm. On a aussi des bureaux incroyables et une vie incroyable. Pour reprendre le fil conducteur, effectivement, tu es le marché français. Voilà, vous êtes une équipe de 5 6. Là, vous avez développé 2 autres marchés en plus de la France. Ouais. Si je dis pas de bêtises, ouais. Ah ouais, on a développé, en gros, on a essayé 5 ou 6 pays à l'heure actuelle, mais on en a gardé que 2 où on se focalise en plus du marché francophone. Ok. Qu'on essaie de se focaliser un peu plus pour la simple raison, bah, c'est que avec la technologie, on peut déployer très rapidement. On teste. Et si ça vaut le coup, ben on reste. Après, on trouve les équipes qui vont travailler dessus. On trouve où acheter les netlinking, parce que des fois, c'est un peu compliqué en fonction des pays. Mais on se focalise dessus. Mais c'est vrai qu'il y a un pays, par exemple, on a investi un peu d'argent, des choses comme ça, mais on se rend compte que c'est pas du tout rentable. Enfin, voilà, en réunion en interne, on laisse le site crawler son Internet, mais il faut mieux que les ressources humaines se concentrent sur un autre marché, quoi. Ouais, ouais, c'est clair. Plus, tu es en affiliation. Tu as déjà ton réseau de partenaires, tu connais déjà tes winners, tu as ta techno, tu t'es entouré de personnes qui comprennent le marché étranger sur lequel vous avez testé. Franchement, vous avez déjà pris une avance considérable. Et c'est vrai que les sites, bah, sur les 2 marchés où vous êtes actuellement, en dehors de la France, ça ramène des ventes. Pour pas trop rentrer dans le détail, ça ramène des ventes. Et très rapidement, quoi, en l'espace de quelques semaines, quelques mois. Ouais. Ce qui est ouf. Mais parce que vous avez une connaissance du marché qui est approfondie, vous avez un réseau de partenaires d'affiliation, de régie d'affiliation qui est conséquent maintenant que vous avez, quand tu leur ramènes du pognon, ils savent te donner les meilleures infos. Ouais. Donc tu sais ce qui marche. Ils te le disent, les affiliate managers. Et franchement, c'est beau d'avoir 2 autres marchés en dehors de la France que tu peux scaler. C'est trop bien, quoi. Bah, ça, c'est une bonne remarque avec les affiliate managers. C'est qu'il faut se dire que l'affiliate manager, c'est ton meilleur pote. Tu vois. Ouais. Lui, il te paye, bon, c'est la société, mais il faut savoir que lui, il touche de l'argent grâce à toi aussi. Bien Ça sûr. augmente son salaire. Et c'est vrai qu'au début, bon, on faisait l'affiliation, et là, on s'est rendu compte qu'avec le temps, il faut utiliser les affiliate managers pour donner des infos, tu vois, au final. Vas-y, aide-moi. Tu as plus de data, ce que je peux voir sur les dashboards. Joue le jeu, s'il te plaît. Donne-moi un parcours client. Donne-moi la moyenne de combien les gens vont dépenser. Donne-moi des infos beaucoup plus précises. Comme ça, moi, derrière, je peux mieux ajuster mes stratégies. Que ce soit même faire des vidéos YouTube ou faire des TikTok vraiment axés sur ça. Comme ça, tu connais mieux ton audience, tu vois. Parce qu'au final, avoir une audience dans le pays, ok, ça fait de l'argent. Mais si derrière, tu veux vraiment affiner les choses, l'affiliate manager, c'est ton meilleur pote, tu vois. Ouais. Non, ça c'est. Ouais, faut garder ça en tête. C'est que si tu lui ramènes du pognon, c'est déjà la première étape. Mais quand c'est le cas et qu'il prend des coms sur toi, comme tu l'as dit, bah il est censé te donner des infos. Toi qui veux tester le marché, enfin moi de mon expérience, après tu me diras toi comment est ta relation, mais je sais que des affiliate managers qui étaient bien, quand je voulais tester le marché espagnol par exemple, ils m'envoyaient le top 5 des meilleures offres, tu vois, avec les meilleurs EPC, les meilleurs, ce qui était le plus rémunérateur. Donc ça, c'est clairement de la data qui est incroyable, quoi. Ouais. Et même aussi les mails, je sais pas si toi, il faisait des mails. Tu vois, nous, des fois, on demande, vas-y, montre-nous un peu les mails que tu envoies, tu sais, côté marketing, parce qu'au final, eux, ils ont des CRM en interne, donc ils savent comment cibler les clients, entre guillemets. Et des fois, même de lire les mails qu'ils vont shooter, déjà, tu as des indications dans ce qui va se passer prochainement, qu'est-ce qui va se passer dans les 24 heures, les 48 heures, au niveau de la régie, quoi. Ouais, c'est vrai. Donc moi, je sais très bien ce que je leur demande à chaque fois, c'est prenez mon adresse mail, mettez-moi dans la base de données et je veux recevoir les mails pour voir comment aussi vous pivotez en interne, tu vois. Ouais, comme tu dis, c'est vraiment des meilleurs amis entre l'affilié et la régie. Si la régie gagne de l'argent, naturellement, elle va te communiquer des informations, elle va essayer de te bichonner. Et c'est vrai que je te rejoins aussi d'analyser les TikTok, les YouTube, les séquences mails, c'est hyper intéressant. Et même toi, tu avais trouvé par exemple des nouvelles offres, plus ou moins, sur la pré-prod, des trucs comme ça qui vont prochainement sortir, qui te permet en fait, quand ça sort, tu es déjà SEO, quoi. Ça, c'est incroyable. La curiosité, je t'en prie si tu veux développer. Mais... Non, mais tu as raison. Des fois, au final, les trucs d'affiliation, c'est pas très sécure. Hein. Donc, je demande, il faut pas pirater. Hein.
Mais des fois, on trouve des infos, on arrive à pinguer sur des produits qui sont en cours de prépa et on est déjà là 6 mois avant, quoi, sur la Ouais, SERP. c'est ça, ouais. Donc, on apprend à l'ancienneté, les gens peuvent rien faire en face. Mm, mm. T'as l'ancienneté, plus t'as plusieurs sites. Mm. Donc, à tout moment, faire 4-5 articles, ça te coûte rien, tu vois. Mm. Et ouais, quand t'es premier, quoi. Et en plus, l'info n'a pas été divulguée. Mm. Donc, dès qu'ils sortent, toi, t'es là. Et Mm. c'est On génial. s'est même retrouvé à publier des offres. On est tout seul sur la SERP au monde, mais on ne sait pas où est l'offre. Au final, ça a jamais été, on ne sait pas si c'était un projet en sous-marin ou ça a été abandonné. Mais en tout cas, on est là. Si un jour ça sort, tant mieux. Mais en tout cas, ouais, il y a souvent des indices que tu peux trouver, quoi. Donc, il faut en profiter. Après, c'est pas mal, comme tu dis, faire 4-5 articles. Après, bon, malheureusement, les concurrents, ils se payent pas mal. Ouais. Donc, c'est à toi de trouver des petits tips. Comment que le concurrent n'essaie pas de voir ce que tu es en train de faire. Parce que là, s'il voit une fois que tu publies quelque chose 6 mois à l'avance, il va dire, oula, c'est clair. Je vais le surveiller tous les matins, voir ce qu'il fait, quoi. Alors maintenant, j'ai une petite question. Bon, je vais resservir, mais on va boire progressivement, parce que là, c'est vrai que le jus de pomme, ça casse le crâne un peu. Mais Edwin, comment tu t'es formé, que ce soit dans le business et le SEO? Parce que maintenant, tu as un sacré niveau quand même. Bon, voilà, je suis pas là pour te jeter des fleurs, mais si déjà je t'invite, c'est que t'es chaud. Je sais ce que tu fais au quotidien. Il y en a, ils parlent beaucoup, mais ils agissent pas. Toi, c'est le contraire, tu vois. Tu parles pas forcément beaucoup, mais derrière, ça exécute à mort, tu vois. Et c'est ça qui fait la diff. Bon, après, je sais pas si je peux pas écouter autant d'éloges aussi facilement. Il m'a payé pour ça. Non, je t'en prie. Non, mais en tout cas, là où je pense où j'ai vraiment progressé dans le SEO, c'est la recherche et développement. C'est faire de la R&D. Je me dis tous les vendredis, je fais de la R&D. Et si je me focalise de 8h à 20h dans ma journée, je fais de la R&D. Donc là, par exemple, ça va être vendredi dernier, c'était de la R&D SEO IA. Mais là, ça peut être de la R&D pour développer des tools en interne pour améliorer nos pratiques en SEO, des choses comme ça. Après, c'est vrai que de base, il y a beaucoup d'informations sur Internet. Il y a beaucoup de vidéos très intéressantes aussi sur Internet que j'écoute de temps en temps. Et il y a même des sujets hyper intéressants encore en 2023 qui tournent. Mais voilà, il y a des gens qui écoutent et qui font. Moi, c'est vrai que des fois, j'écoute, je prends des notes et des fois, je vais même essayer en privé. Je vais essayer le vendredi, tu vois, en R&D. Une fois, on parlait de Knowledge. Bah vas-y, vendredi il y a 2 semaines, j'ai testé, j'ai regardé. Le truc que j'ai acheté sur Fiverr aussi. Ouais. Remboursé. Non, en vrai, je pense que ça va passer. Vas-y, je t'en prie. Mais non, mais voilà, c'est qu'en gros, c'est prendre des informations. Il y a des gens qui notent et qui disent bon voilà, au final, j'ai appris quelque chose. Mais il y a entre apprendre et pratiquer. Donc c'est bien dit ça. Moi, j'ai pas envie d'apprendre, je pratique et en fonction de ce qui se passe, j'ai appris quelque chose, tu vois. Et après, j'essaie de le faire dans ma niche. Mais au final, il y a plein de petites infos. Des fois, on se rend pas compte, mais le mec, il va sortir une phrase et dans ta tête, ça va tilter. Ah ouais, mais ça, j'ai pas encore essayé de faire. Ouais. Même quand tu faisais tes SEO Talk, là, il y avait des intervenants qui venaient. Bon, des fois, il y avait des choses que tu connaissais, il y avait des intervenants qui venaient. Et là, tu dis, ah, mais vas-y, je vais tester, quoi. Ouais, je vais tester sur une page, je sais pas, je vais monter un silo sur une page de la façon comme il a dit et ça me prendra tout le vendredi. Voilà, exactement. Sur le maillage ou Paul sur le netlinking, franchement, c'était des pépites, quoi. Donc après, je sais pas si c'est un tips ou non, mais moi, je sais que sur le monosite, je me dis, voilà, sur un gros keyword sur la page, je vais essayer la stratégie de X. Sur une autre page, je vais essayer la technique de Y. Sur une autre page, je vais essayer une autre technique. Et après, dans 2 ou 3 mois, je regarde un peu au niveau des performances ce qui marche pas. Et j'essaie de me faire ma propre idée. Je vais pas monter un site par technique. Je vais essayer plutôt de clustrer une page grosse thématique. Parce que en sachant que le site a déjà un peu de puissance, tu vois, entre guillemets, ça me fait gagner du temps. Ah non, c'est vrai. Hein, la R&D, ça te caractérise beaucoup. Encore il y a pas longtemps, on avait pris une villa à Ubud, donc à Bali, une semaine. Et avec ton équipe, tu as dit, voilà, objectif, on va reprendre les top pages. On va les retravailler. On va rajouter des informations, non pas SEO, mais des vraies informations, des infos qu'on va dénicher déjà que les concurrents n'ont pas. Enfin, je me permets de dire. Ce qui était très ingénieux, en fait, c'est du... On est tellement matrixé par l'optimisation du SEO de Google qu'on en oublie en fait la valeur. Exactement. Et de trouver des informations vraiment qui n'y est pas chez les concurrents, que même la régie d'affiliation ne propose pas, etc. Et vraiment que ça fasse la diff. Donc ça, c'était très ingénieux. Tu as fait des tests, je me souviens, c'est top, tu vois, mais non pas optimiser Your Test Guru, mais de désoptimiser le truc, mais d'avoir que de la vraie valeur factuelle. Exactement. Voilà, ça, c'est ce qu'on caractérise de R&D. Et quand il y a un truc qui marche, là, après, tu peux... l'EAT, au final.
Ouais. C'est de se dire, alors j'ai rien contre les logiciels 1.fr, Yotexgo, des choses comme ça, mais tu as très bien dit au bout, quand on était, j'ai dit vas-y, les logiciels, tout reste fermé, on fait pas de logiciel, on teste le produit, on fait de l'EAT, donc si ça serait des pilules, tu prends les pilules. Oh, ça n'a pas marché. Et après, tu donnes ton ressenti. Et c'est même aux nouvelles personnes qui arrivent dans la structure, je leur dis, vas-y, écris, teste, consume, prends la carte de la boîte, achète le produit, touche-le, Oui, donne ça, ta sensation. c'est réel, hein. C'est vrai que toi, c'est du service, donc c'est pas palpable. Mais c'est vrai que vous faites des démos, des trucs, vous testez le truc de A à Z, quoi. Exactement. Et au final, bon, de toute façon, est-ce que ça marche ou non? Bah, au final, ça marche hyper bien. C'est un truc de fou. Je crois qu'en moins de 2 semaines, on a pris des P1, des P3, des choses comme ça, sur des requêtes qu'on n'arrivait jamais à venir top 10. Des grosses requêtes. Hein. Et au final, ce que je te disais, j'ai dit, bah, on gagne de l'argent techniquement, mais surtout, c'est que j'ai investi que du temps. J'ai pas acheté du netlinking, tu vois. Ouais, non, c'est clair. Que du temps. Mais par contre, voilà, je change le SEO, je m'en fous. Je me mets côté chaise consommateur. Ouais. Et qu'est-ce que le consommateur se pose comme question? Qu'est-ce qu'il va faire la première fois qu'il va voir le produit? Quelles vont être ses premières réflexions, ses premières questions, des choses comme ça. Et au final, quand tu réponds à tout, bah, tu te rends compte que Google, je sais pas, hein, mais en tout cas à l'heure actuelle, dans ta vie, dans ta thématique, ça marche très bien. Et le AT, et pourtant tout le monde était en pleine mage update de Google. Et moi, j'étais même pas au courant parce qu'on était en team building. Et c'est le truc qu'il faut surtout pas faire. On va tout toucher le site internet. Bon, au final, on a fait ça. C'est parti, quoi. Donc pour l'instant, ça bouge pas. On touche du bois. Mais en tout cas, j'ai l'impression que Google veut vraiment de l'EAT, quoi. Ça, c'est info sûr. Ouais, bah de toute façon, il tend vers la qualité. Hein. Quelle soit la qualité SEO, elle est là. Après, la qualité des informations également. Surtout, vous tenez malgré les mois, malgré les années, parce qu'un an et demi, quand même, c'est beaucoup. Hein. Vous tenez, donc c'est que c'est bien fait, mine de rien. Et également, vous lancez un peu de SERP Domination. Ouais. Des EMD, des XP, tu peux développer UMD, un petit peu. bah, RD, on a développé notre propre one click template. Donc on achète le nom de domaine, hop. Je crois que le plus long, c'est le temps que les DNS se propagent, entre guillemets. Mais en tout cas, en one click, boum, ça bulk, ça fait un design que personne a parce que c'est pas du WordPress, tu vois. Et après, voilà, on pose le contenu. Derrière, on a pris l'API pour faire des traductions, des choses comme ça. Et après, en deuxième seconde clic, c'est on ouvre 30 pays, quoi. Donc après, on voit comment ça évolue. Au bout de 6 mois, si ça fait pas de clic, on le fout à la poubelle, tu vois. Si ça marche, on le maintient, on achète du lien, quoi. Moi, je me souviens qu'il n'y a pas longtemps, là, encore un EMD ou deux que tu avais lancé et que tu m'as dit au bout de quelques jours indexé et déjà des inscrits, voire des votes. Ouais, je crois qu'en moins de 12 heures, en 24 heures, c'était n'importe quoi. Tu avais déjà fait des ventes ou leads, je sais plus. Ouais. Mais une personne. Mais en tout cas, alors soit le mec, il a été complètement perdu et il a tapé le MD dans le moteur de recherche. Mais en tout cas, comme quoi, ça marche bien, les EMD en tout cas. Ouais, ça marche bien. Clair. Faut être un peu patient au début, mais putain, ça marche. Ouais, surtout ça marche fort sur des moteurs de recherche hors Google, tu vois. Parce qu'au final, c'est ce que je te disais, par exemple, la niche du CBD. On peut le dire, j'avais un site de CBD dans le e-commerce. D'ailleurs, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas. Hein. Je prends une commission sur la revente, donc n'hésitez pas. Non, blague à part, c'est vrai que tu as bossé quoi, un an et demi. Tu avais une collaboratrice qui avait fait toute une refonte, donc tu avais mis pas mal de thunes. Tu avais fait un gros chiffre d'affaires 2021. Un peu moins 2022, bon là, t'es moins dessus. Après, j'y suis plus dessus. Évidemment, tu vois. Ouais. Mais t'avais fait un très très bon CA, ouais. Et ce qui est ouf, tu vois, au final, le nom de domaine, c'est pas du tout, il n'y a pas cannabis, il n'y a pas thérapeutique, il n'y a pas CBD dedans. Mais au final, d'avoir travaillé, en fait, sur PrestaShop, tu peux pas le voir sur la Search Console, mais quand quelqu'un achète, tu peux voir la source. Ouais. Et à bout de... Jamais je regardais cette source d'achat. Et à un moment, je regarde par curiosité. Et là, je tombe sur des moteurs de recherche comme DuckDuckGo, Ecosia, des trucs comme ça. Ecosia, ouais. Ecosia, autant pour moi. Ecosia, ouais. Bing, t'en parles souvent, Bing. Ouais, Bing. Bon, au final, c'est beaucoup de moteurs de recherche qui sont reliés avec Bing hors Google, tu vois. Ouais. Et là, j'étais en train de me dire, mais au final, des fois, de savoir aussi à qui tu vends. Tu vois, le CBD... Bon, il y a beaucoup de gens au début, quand le CBD est arrivé, il faut aller faire des trucs gangsters, ça va être du cannabis, des trucs comme ça. Moi, je t'avais toujours dit, il faut aller rentrer dans le côté thérapeutique, c'est le côté des vieux. Et au final, c'est ce qui marche maintenant. Et d'avoir optimisé pour des moteurs de recherche pour des personnes, désolé pour les vieux, mais pour des personnes plus âgées. Bien sûr.
ça a fait la différence, tu vois. Et c'est vrai que les gens ils sont toujours dans Google. Des fois, tu as des. En fonction de la cible, tu peux avoir des belles surprises, tu vois. C'est comme dans les pays, tu as des moteurs de recherche spécifiques dans les pays, tu vois. Ouais. Il n'y a pas que Google, quoi. Ah non, c'est sûr. Même ton copywriting était différent. Tu avais créé un marketing un peu familial, tous ces trucs-là. Donc, ouais, toi, ta cible, c'était vraiment les personnes plus âgées. C'était pas la jeunesse qui avait arrêté le cana et qui voulait se mettre au CBD, quoi. Exactement, ouais. Ouais. Mais c'est bien que je pense que c'est une très bonne expérience pour toi. Merci. Non, non, c'est vrai parce que je t'ai vu pas mal bosser dessus. En parallèle de build petit à petit le projet que tu as en ce moment avec Pierre et toute ton équipe. Ouais. Et du coup, c'est quoi qui te permet de rester motivé? Parce que moi, je le vois, des fois, on se lève en même temps, 6h30, 7h, 7h30. Je te vois, on boit le café ensemble. Et après, ça part sur une journée de 10, 12 heures. C'est quoi ce qui te maintient? Bah, je pense déjà, c'est pas financièrement. Alors, peut-être c'est trop facile de dire ça quand tu gagnes déjà de l'argent. Mais alors, déjà, financièrement, le micro parenthèse que je voudrais dire, c'est pour moi, riche financièrement, c'est déjà voyager, tu vois. De ne pas avoir de contraintes, d'avoir de réveil, des choses comme ça. Que ce soit 1000, 10 000, 100 000, 200 000 en fonction des personnes, peu importe, mais voilà. Et donc, pour en revenir sur la motivation, bah, moi, c'est souvent la concurrence parce que, je sais pas, tu as envie d'être premier, tu vois. Ouais. Et c'est le bonheur du SEO, au final, c'est d'être en concurrence avec les premiers. Même si des fois, j'ai l'impression qu'en étant troisième, tu cliques mieux que d'être premier. Mais au final, quand même, tu veux être premier. Donc le matin, je me lève, je regarde les concurrents déjà, je regarde mes positions, et tout ça, ça me motive. Ah, plus 10, moins 50, bon ça arrive, hein, des trucs comme ça. Ouais. Et de me remettre en question. Et la journée que j'apprécie le plus, en fait, ça va être le vendredi où je me lève, je dis, tiens, aujourd'hui, on va essayer d'être innovateur, je vais essayer d'apprendre des nouvelles choses, toujours dans la niche de mathématiques et autour du SEO. Mais après, je pense que l'entrepreneuriat, il y a quand même une fibre de passion, tu vois, on est passionné. Ouais, c'est sûr, mec. Donc même quand on prend des échecs, des trucs comme ça, on a ça dans le sang, on se lève, tu vois. On se dit, bon, c'est pas grave, ça arrive, demain sera un jour meilleur, tu vois. Ouais. Tu peux avoir des coups de mou, Mm. mais c'est vrai que t'en as, ils en ont beaucoup plus. T'en as, ils ont des coups de mou rarement, mais c'est fort. Perso, moi, j'ai l'impression de jamais en avoir, en fait, parce que, comme tu dis, tu as la passion. C'est pas pour toi si tu as eu des coups de mou, où en fait, chaque jour, tu vois, tu kiffes. Même si c'est chiant, tu dis demain sera mieux, parce que là, c'était du content. Demain je vais acheter 3000 balles de BL, donc de backlinks. Toi, t'as pas de coup de mou, je t'ai pas vu en coup de mou. Ou c'est un coup de mou, tu dors et le lendemain, c'est bon, quoi. Ouais, quand je prends une grosse quille. La veille. Ouais, voilà. Le coup de mou en hangover, là. Ouais. C'est normal, quoi. Ça fait partie de notre quotidien. Et le week-end, il peut être. On va bosser le samedi, dimanche, et notre week-end, ce sera mercredi, Ouais. parce que mardi, on est parti en meet-up. Meet-up jusqu'à 6 heures. Non, mais il y a une il y a une que je dis souvent mes ex ou ma copine, tu vois. Elle dit ouais, c'est le week-end, il faut se reposer. Je dis souvent, mais l'argent, le week-end, il se repose pas. Ouais, non, c'est sûr. S'il y a de l'argent à se faire, que ce soit du dimanche au lundi, que ce soit les jours fériés, des trucs comme ça, je pense que bon, après, c'est sûr, quand tu fais 20 projets, ça marche pas. Des fois, ça peut être compliqué, Ouais, tu bien vois. sûr. Mais après, peut-être, il faut se remettre en question C'est ça. là où tu n'as pas été performant et d'essayer d'améliorer les process, des choses comme ça. Mais je pense que déjà, quand tu commences à gagner de l'argent, que tu commences à être bien positionné dans Google, quand tu commences à faire du trafic, tu as toujours un peu l'esprit, vas-y, c'est mon bébé, il faut que j'aille le bichonner, je vais aller voir s'il n'y a pas un con qui m'a fait du SEO négatif, s'il y a pas un mauvais avis, des trucs comme ça, tu vois. Et chaque matin, ça te motive de dire, bah, il fallait bichonner le Ouais, bébé, donc, quoi. en fait, la question, je pense pour répondre, la question ne se pose pas, en fait. Parce que la motivation, elle est naturelle. Ouais, Tu te dis pas. Enfin, c'est vrai qu'on a un spirit qui est différent, par exemple, d'un salarié où il va se dire putain, je suis motivé, fin du mois, j'ai ma prime, tu vois. ouais. Et je vais aller, comme tu dis, au gros du roi. Bah, il va aller au gros du roi profiter, hein. Voilà, gros du Bon, roi. après, c'est Gros bien. du roi. Moi, Mais je c'est connais les pas, mêmes, chaque fois que tu dis ça. Bah, le salarié va se dire, pour les personnes qui touchent une prime déjà, parce que c'est pas tout le monde hein, Ah oui, qui a effectivement, c'est pas tout le qui a monde. cette chance-là. Mais en tout cas, ouais, le salarié va plutôt se dire, bah, vas-y, j'ai 5 semaines de vacances, je travaille, j'encaisse, je paye mon loyer, des choses comme ça. Et après, par contre, les 5 Bien sûr. semaines, il a la tête vide. Et ça, j'aimerais avoir aussi de temps en Ouais, temps. deux, trois fois, moi aussi, je me dis putain, si tu peux basculer en affiliate manager à 10-15K par mois, mais t'as pas les mêmes responsabilités, Ouais. tu peux avoir des bêtes de commission. Franchement, t'as vu, des fois, c'est tentant.
Mais surtout que tu stresses pas. Tu vois, Tu c'est les stresses pas. Ah bah non, tu vacances, stresses tu pas. coupes ton Skype. Ah ouais, ouais. Ah, mais être salarié, il y a beaucoup d'avantages. Et être entrepreneur, il y en a beaucoup, mais Ouais. il n'y a pas l'un qui est mieux que l'autre, hein, clairement. C'est deux rythmes de vie différents. Mais ouais, pour revenir à l'aspect, pas go du roi, mais motivation, ouais, c'est naturel. Mm. Tu te poses pas la question. Enfin, de ce que j'ai compris là. Bah, c'est un peu comme une vieille phrase qu'on entend souvent en interview où j'ai pas l'impression de travailler chaque jour, mais je m'amuse Ouais, chaque jour. Bon, j'ai ouais envie de c'est ça. sortir la même chose, On va faire mais des shorts. Tu peux mettre un smile comme ça, on va faire des shorts. Des shorts mindset. Mais voilà, non, blague à part. Ok. Donc, déterminé comme jamais, quel que soit le projet. Et aussi d'avoir une équipe Ouais, qui te motive. C'est vrai qu'au final, j'ai jamais travaillé seul dans l'affiliation. Donc j'ai pas je connais pas la sensation de dire vas-y bah les couilles je suis solo tu vois. ouais. Là ça va être plus en mode quand même j'ai des responsabilités bah, de charge. Faut que je Ouais. paye des salaires en Tunisie même en France. Donc, tu te poses pas les mêmes questions non plus, quoi. Ouais. Ouais, c'est ça, ouais. Mais j'ai pas cette pression là parce que financièrement on a de la chance qu'à l'heure actuelle ça va. Mais tu as toujours le dire vas-y il faut que j'innove quand même. Faut que j'essaye d'apprendre encore mieux que mon équipe. Il faut que je sois toujours un peu en avance des choses comme ça. Bah pour leur partager et qu'on avance aussi pour se caler dans les autres pays, des choses comme ça, tu vois. Bien sûr. Pour te poser une dernière question, enfin une dernière remarque et je te laisserai développer sur ton projet. Et après, on pourra passer sur des bons conseils. Mm. Pour ton projet, on sait que récemment, alors on va pas donner des chiffres au pif, mais c'est ce qui a été analysé plus ou moins. Je t'en parlais un peu hier, Mm. enfin de ce que j'avais entendu quand Pierre il était là. C'est qu'un de tes concurrents a revendu plus ou moins la moitié de ses parts à hauteur de 1 million d'euros. Mm. Et en termes de chiffre d'affaires, vous n'êtes pas très très loin. Mm. Est-ce que déjà, premièrement, c'est un kiff de se dire, putain, il y a un billet, potentiellement ça revend, parce qu'en plus, vous avez une marge de progression qui est quand même intéressante, et vous avez une perspective de revente, et moi je vous en parle souvent, qui est, tu vois, revente, c'est le Graal, mec. Mm. Quelle que soit la somme, quel que soit le truc, moi, bah, tu as vu, j'ai revendu un projet, j'ai revendu mes parts d'un autre projet en moins de 2 mois. Mm. Quelle que soit la somme, c'est un kiff, tu vois, parce que tu passes à un autre projet, tu peux réinvestir, tu peux flip. Est-ce que déjà c'est un kiff pour toi? Et qu'est-ce que ça fait en fait de se dire, ok, en fait mon site, je pourrais le revendre n'importe quoi, potentiellement 1 million, 1,5 million, 2 millions. Mm. Bah déjà, si je revends, je refais comme Agnon, je cramerai tout en soirée. Mais cette fois, j'aurai le choix de peut-être aller à Ibiza avec Pierre. Ouais. Non, mais en vrai, ça fait toujours plaisir de se dire, bah au final, on est peut-être sur une step où un des sites est. J'ai pas envie de dire on est millionnaire, parce qu'au final, on n'est pas millionnaire, rien n'est fait, t'as pas l'argent sur le compte, des trucs comme ça. Mais au final, tu es quand même dans un process de se dire, t'as quand même créé quelque chose avec ton équipe qui représente 1 million, voire un peu plus sur le marché. Après, c'est dur d'estimer parce que ça fait beaucoup de zéros. Non, bien sûr. Après, c'est Mais une valorisation, hein. Comme tu dis, tant que c'est pas vendu, il n'y a rien, quoi. Mais ça reste ouais, ça reste motivant. excitant, tu vois. Mais je pense qu'à l'heure actuelle, c'est pas encore dans nos têtes de revendre parce C'est que pas pour la encore. simple raison où ça marche. Je pense que quand un projet est vendu, donc c'est quand l'éditeur de site ou autre, bon, j'espère pas pour tous les sites, mais il sent quelque chose, tu vois. Ouais. Quand tu as eu des problèmes juridiques, quand tu as peut-être un redressement, quand tu dois payer des factures, bon, ça peut être aussi des problèmes familiaux, tu sais, un héritage que tu dois payer, des choses comme ça. Souvent, la revente des sites. Plus par contrainte, Ouais, tu par penses. contrainte, ouais. Ok. Parce Toi, que- c'est pas une envie de revendre. Bah, si tous les matins, tu as envie de te lever, tu vois, comme tu disais, ça fait de l'argent, ça vaut le coup de se lever, tu vois. Ok. Non, c'est une très bonne vision. Complètement Mm. différente de la mienne, mais c'est intéressant, ouais. Après, tu pourrais toujours dire, vas-y, mon site, il peut être vendu 1 ou 1,5 million, mais je pense que je peux faire mieux, tu vois. Aussi, C'est ouais. ce qui te C'est motive clair. aussi le matin, tu Ouais. vois. Ça, c'est réel, ouais. Mais je pense que voilà, la vente d'un site, bah, tu as aussi des problèmes avec tes partenaires. Tu sais, des fois, bah, ça se passe mal, voilà, tu es obligé de revendre le site parce que tu peux pas racheter les parts, des trucs comme ça. Mais tant que ça fait de l'argent, tant que tu peux payer des salariés, faire kiffer tes salariés, faire kiffer ton équipe, des trucs comme ça, et que toi, tu arrives à en vivre, je pense que. Et tu as aussi l'énergie, parce que voilà, avec l'âge, des fois, c'est un peu compliqué. Mais il faut profiter, tu vois, et essayer de gaber. J'ai fait plusieurs erreurs, par exemple, dans des sites, de ne pas les revendre au bon moment. Ouais. Bah, ça m'a coûté. Bah, Bah, le site de CBD, là. voilà, On en j'aurais pu le parlait. vendre beaucoup plus cher, mais. Je dis pas parce que c'est facile de le dire a posteriori, mais il y a déjà 1 an et demi, je t'ai dit, frère, revends-le. Ouais. Parce que là, t'es en top valorisation. Mm.
Et effectivement, de 6 mois, 12 mois après, ça peut changer. Tu es moins dessus, le marché évolue, la législation évolue. Euh, non, après, moi, j'étais toujours dans une perspective de revente, ce qui m'intéresse, tu vois. Mais effectivement, ton point de vue, je pense que beaucoup de personnes comprennent, c'est pourquoi je veux revendre en fait. Ça fait tourner ma team, c'est un projet de passion. Je kiffe me lever tous les matins, pourquoi je vais me faire chier? En plus, je peux peut-être le revendre plus cher. Mais à contrariori, tu peux avoir, tu vois, comme tout business peut couler. Hein. Après, on est là pour les enjeux, hein, pour l'excitation. C'est ça qui nous fait tenir. Ouais, tu sais, c'est un peu ce que je vois souvent sur les groupes Facebook. Vas-y, je vois mon site Shopify, je sais pas, il fait 10 000 euros par mois et tu as 99% des gens, ils te disent mais pourquoi tu revends? Tu gagnes 10K par mois, je comprends pas, tu vois. Alors, je pense toujours derrière, alors soi-disant, je m'investis plus dans un gros projet, donc ça je peux comprendre, tu vois. Mais c'est toujours compliqué de dire, de vendre un site qui te rapporte de l'argent. Je sais qu'à l'heure actuelle, j'ai pas besoin de plus de trésorerie, tu vois. Donc, pas besoin, au final, ça va faire quoi? Les mettre en crypto, peut-être les perdre, ou des choses comme ça. Mais, ouais, sinon, si demain, tu achètes une baraque ou tu veux t'installer, tu as des enfants, des trucs comme ça, c'est peut-être une porte de sortie, tu vois. Mais c'est un projet qui gagne de l'argent, peut-être, même si tu vends et que tu relances, peut-être tu n'auras pas le même, même rendu, quoi. Ouais, c'est sûr. Ouais, donc pour toi, il faut un but, type matériel, genre une maison ou autre, ou avoir par exemple, un autre projet que tu veux lancer, tu satures un peu sur celui-là, tu revends, et tu lances ton nouveau projet qui te fait kiffer, quoi. Ouais. Mais si tu n'as pas d'objectif, tu vas pas revendre pour revendre. Contrairement à moi qui veux revendre pour revendre, tu vois. Ouais, je suis pas comme toi, ouais, sur ce coup-là. Non, moi, c'est plus dans la to-do list, voilà, j'ai revendu 1 million et c'est un kiff, tu vois. Après, je pense, un mois après, tu passes à autre chose. Hein. Tu as l'argent, mais jamais pendant un mois, on n'a pas eu de projet, tu vois. On a fait une succession de projets en parallèle, toi et moi, chacun sur nos projets, et on s'est jamais endormi, quoi. Mais ouais, ok. Donc là, tu continues activement à créer de la valeur sur ta société. On essaye, ouais. On essaye. Et après l'avantage de scaler, tu vois, c'est que si demain un marché ça te saoule, tu peux vendre un pays ou vendre un des sites, tu vois. C'est vrai. Ou ça, un compte d'affiliation, comme tu me disais. Ou un compte d'affiliation parce qu'il a fermé ses portes, il y a plus, tu vois. C'est vrai. Et même, c'est un bon business en fonction des affiliés. Tu peux acheter des comptes affiliés à plusieurs dizaines de milliers d'euros pour accéder à des régies parce que ça fait 3-4 ans que les régies ont fermé leurs portes. Ouais. Ou les deals aussi. Là, j'ai un collègue qui a racheté un site 50-60 000 euros. Bon, le site, il fait que 2K par mois, mais qu'est-ce qu'on veut? C'est le deal, tu vois. C'est un deal hybride qui voilà, tu le replugues sur ton site, tu shoots du trafic et ton site, il est remboursé. Quoi. Ouais. Ah, c'est clair que si tu as 10% de plus et que derrière, tu as une mail list de centaines de milliers de personnes, ouais, c'est vrai que ça peut être intéressant, c'est clair. Edwin, est-ce que tu aurais peut-être 2-3 conseils à proposer à toutes les personnes qui regardent cette vidéo, qui galèrent à se lancer dans l'entrepreneuriat par procrastination, ou certains qui ont lancé plein de business qui sont proactifs, mais ça ne paye pas? C'est quoi tes conseils, frérot? D'acheter la formation TBL avec mon d'affiliation. 30% d'affiliation, c'est pas mal. Non, vas-y, je t'en prie. Après, je pense que chaque personne a son propre caractère. Bon, déjà, on n'y n'est pas avec de la chance, tu vois. Tu vois, on sort pas du ventre de sa mère en disant ce mec, ça va être un méga entrepreneur, des choses comme ça. Tu vois, c'est avec le temps. Après, je pense que chaque personne a un peu une fibre ou non. Mais en tout cas, je pense que c'est surtout la détermination qui nous, avec le temps. C'est-à-dire que des fois, c'est compliqué. Je sais pas combien j'ai eu d'échecs, des choses comme ça. Ah, tu les comptes pas, quoi. Mais voilà, un échec, c'est pas un échec, c'est une prise de conscience, tu vois. Je fais pas 2 fois les mêmes erreurs, même des fois ça arrive. Mais j'ai appris. De toute façon, il n'y a pas d'école d'entrepreneuriat, il n'y a pas de. C'est pas la vraie vie qui va t'apprendre à réussir sur Internet, c'est de le faire toi-même, tu vois. Il y a de très bonnes formations, il y a des gens qui ont très bien réussi avec des formations de dropshipping, même tes propres formations. Mais au final, toi, tu as épaulé, je sais pas comment expliquer, tu as donné des conseils, mais c'est eux, les gens, eux-mêmes, qui ont creusé et qui ont fait leur propre process et leur propre réussite, tu vois. Toi, vous, les formateurs, vous êtes un accompagnateur. C'est clair. Les conseils sont les mêmes pour tout le monde. Et celui qui va réussir, c'est celui qui va le plus bosser, qui a une petite part de chance, de niche, de trucs. Mais c'est au début, ça, la chance, ça dure pas à vie, quoi. C'est au début, ça t'aide un peu. Mais ouais, non, c'est celui qui va bosser le plus, je pense. Ouais.
Bah après, après c'est vrai que ça demande des sous. Hein, c'est vrai que demain, on peut pas dire vas-y, j'arrête tout. Il faut quand même avoir de l'argent de côté. Il Bien y a des sûr. gens qui ont des enfants, des familles, qui ont des crédits à rembourser. Donc déjà, dire je coupe tout pour m'investir sur soi-même, il y en a, ils le font. Hein. Mm, C'est mm. c'est sauter sans parachute et il s'ouvrira, j'espère, au bon moment, quoi. Mais en tout cas, c'est déjà faire, de se faire des petites étapes en to-do list. Voilà, je travaille de 9h à 18h, mais il faut absolument que 3 heures par jour, j'essaie de me consacrer sur un changement de vie, tu vois. Donc ça peut être très simple, ça peut même commencer sur apprendre à coder, tu vois. Ça peut être apprendre le SEO, ça peut être apprendre à faire du media buying, des trucs comme ça. Mais au final, je pense que les meilleurs conseils, c'est les personnes qui les ont eux-mêmes, c'est la motivation. Moi, je vois pas d'autre solution. Il y a des très bons formateurs comme vous qui épaulent, mais chaque personne, il faut qu'elle soit motivée au fond, tu vois. Bien sûr. Non, non, mais je te rejoins. De toute façon, c'est la finalité, c'est toujours ça. Hein, moi, je te vois bosser 10 heures par jour depuis 4 ans, parce qu'on se connaît depuis 4 ans et peut-être même avant, tu vois. Mm. Et ça fait la diff. Et ça fait la diff. Et tu vois, on en parlait même la dernière fois. Euh, si je check sur 2 3 ans, juste le type de questions que certains membres me posent, qui sont vraiment détaillées, qui sont pertinentes. Toutes les questions sont pertinentes, mais Mm. t'en as qui sont quand même réfléchies, tu vois. Il va pas juste dire comment je peux gagner de l'argent. Vraiment des questions pertinentes. Bah, quelques mois après, souvent ils ont pété. Ouais. C'est ce que je te disais, c'est incroyable, mais j'ai remarqué ça par rapport aux questions. Alors qu'un gars sur Twitter, ou même peut-être qui a acheté ma formation, mais qui aura une question tellement large, en fait, où bah, ma réponse sera la réponse un peu de tout le monde, tu vois. Mm. Comment gagner de l'argent, c'est quoi tes 3 conseils pour le SEO, tu vois, Mm. c'est pas pertinent, c'est pas précis. Si tu me poses une question, demande-moi une vraie question. J'ai remarqué qu'il y a vraiment une différence de motivation. La personne qui va poser une question pointue, c'est réfléchi. Romain, tu me conseilles quoi comme régie pour telle niche, pour tel produit? C'est pertinent, tu vois. Ouais. C'est pas j'aimerais me lancer sur ça, j'hésite entre telle niche, tel truc. Mm. Je trouve que c'est moins pertinent, tu vois. Teste une niche, teste deux niches, teste trois Exactement. Bah niches, là, tu as dit le mot que tu dis souvent, c'est test. teste. On en revient à ça. Test. Hein. Ouais. Donc, au final, c'est vrai qu'il y a souvent des gens, donne-moi des astuces, donne-moi des conseils. Au final, tu pourrais dire n'importe quoi, mais si c'est pas pratiqué comme tu l'as fait au moment de ta réflexion, à ce que tu as Mm, pensé derrière, elle sera jamais identique en fonction bien d'une sûr. réussite ou non. Ce qui serait plus intéressant, ça serait de dire qu'est-ce que tu as fait qui n'a pas marché, tu vois. Et c'est à Ouais. partir de ces erreurs-là que tu essaies de comprendre ou d'améliorer des points ou de comprendre pourquoi il a fait un échec, tu vois. Ouais. Mais voilà, toi, tu m'as toujours dit test, test, et au final, c'est Ouais, t'as quoi à perdre au pire? mm, Juste du temps, exactement. mais au moins tu feras pas la même erreur 2 fois. Hein. Mm, Et moi-même, en relançant des projets SEO ou hors SEO, je fais des erreurs. Putain, je te jure que ça me coûte tellement cher en temps ou en budget mm, que je ne les ferai pas, mais je devais passer par là. Toi, tu as dû passer par tes projets que tu as lancés. Plein de sites de drop, des sites étrangers, mais il y avait des fautes, des pubs, mais le CPM était trop beau ou mm. trop. Voilà, mais tu es obligé de faire ces erreurs-là. C'est ça Ouais, qui. Ça t'a coûté tellement cher, en fait, ça t'a fait tellement chier que tu la referas pas. exactement. C'est clair. Non, ouais, mais après, c'est vrai qu'en plus, sur Internet, bah, comme je disais, sur YouTube, on entend tellement de Ouais. choses. Euh, faut savoir prendre des notes, savoir ce que tu as déjà fait, ce que tu peux améliorer, mais en vrai, il n'y a pas de secret. Hein. C'est motivation et tester, tester. Et je pense que dans le SEO, il y a beaucoup de gens qui disent oui, il faut de l'argent pour investir, des trucs comme ça. On ne fait pas du media buying. Franchement, maintenant, on a des outils comme ChatGPT. Si c'est Ouais. bien utilisé, alors, bien utilisé, bien sûr, ça peut vraiment t'aider à faire une production plus rapide, tester beaucoup plus de choses rapidement. Ah non, mais Et le SEO, faut juste y passer mm, du temps. À mm, aucun moment, effectivement, ça, c'est des excuses de budget, de. Frère, faut faire le même parcours qu'on a tous fait. Bon, maintenant, tu as ChatGPT, comme tu dis, mais on a mm, tous fait nos contenus nous-mêmes au début. ouais, On a galéré, c'était chiant. Au lieu de spinner, bah, tu vas faire 20 contenus qui seront faits à la main, mais ça t'apprend la vie et après, tu commences à ouais. sous-traiter. Non, non, c'est toujours le même parcours, hein, que ce soit même les meilleurs SEO comme Stéphane Madaleno, Paul Sanchez ou autres. Je pense que eux, quand ils ont débuté, eux-mêmes, ils ont galéré. Mm, Ils ouais, n'ont pas exact. directement usé nos posters ou des Mm. bots ou des outils, quoi. Et en plus, là, ce que je disais tout à l'heure avec le AT, tu sais, au final, c'est vraiment faire l'expertise, l'autorité, des choses comme ça. Si tu écris le sujet, tu vas connaître ton sujet. Et je pense qu'au final, si tu es vraiment sur une niche
et c'est toi qui commences à écrire tes trucs, à aller faire tes propres recherches, à lire les avis, des trucs comme ça, au final, tu vas avoir un contenu tellement plus pertinent qu'investir 5 ou 10 balles d'une rédactrice qui va faire, elle va passer de l'automobile au shampoing, du CBD, elle va faire aucune recherche, elle va regarder les 10 premiers articles, ça va être... Par exemple, tu veux faire un article sur le CBD, ça va être les 10 bienfaits du CBD, c'est bon, ça. On en a au moins 80 pages sur Google. C'est clair. Tu l'as fait, je l'ai fait, on l'a tous fait. Tu vois, le CBD, l'EAT, ça serait quelque chose de dire, faire tout un guide sur, aller consulter les vieux, les personnes âgées, demander combien de gouttes ils utilisent, quand elles prennent leurs gouttes, est-ce qu'elles prennent avec un sucre, est-ce qu'elles prennent avec un thé, une infusion. Mais je te garantis que cet article-là, il va cartonner. Hein. Ouais, vraiment d'être précis, factuel. Et ça te demande 0 €. Ouais, quitte à passer du temps, on le fait sérieusement et au moins ça tient, quoi. Ouais. C'est vrai que toi, tu as toujours été intéressé par le Black Hat, mais ce qu'on peut dire, c'est que ton projet actuel, le projet du McDo 100K par mois, il est, parce que c'est marrant comme titre, mais c'est vrai, il a toujours été white. Ouais. Ça veut dire que tu n'as jamais, et ça c'est bien, putain, ça fait la diff, c'est que tu n'as jamais l'IA, le Black Hat, moi j'adore, tu vois, mais tu as toujours fait la séparation entre les deux. Tes tests, tu les fais ailleurs. Tu les fais pas sur le Money Site ou sur les sites importants, quoi. Ouais. Déjà en Black Hat, je suis pas hyper bon, tu vois, et je connais ce terme depuis que je t'ai rencontré. Mais ouais, les stratégies white, parce qu'il y a toujours un peu cette peur de Black Hat, ça serait complètement con de cramer ton nom de domaine pour un test vulgaire, quoi. Mais en tout cas, voilà, moi j'essaie de faire plusieurs stratégies sur des gros keywords en fonction des pages, tu vois, les keywords primaires. Et après, voilà, il y a, comme je disais, ce qui est très important, c'est de faire une journée RD. Et des fois, le RD avec les EMD, des trucs de spam, peu importe, on essaie de faire du Black Hat. Ça passe, ça passe pas, on a appris, quoi. Là, tu as racheté un gros NDD d'ailleurs en plus. Ouais, on en a acheté même 2. Tu vois, au final, beaucoup de gens disent, ouais, les XP, ça repart pas. Alors, je touche du bois encore, mais nous, tout ce qu'on achète en XP, après, on met un petit budget quand même, mais tout repart, quoi. Après, vous faites ça bien. Le site, la techno, voilà, les après, contenus. On fait que du white. Mais ça part instant, c'est déjà monétisé, on n'est pas loin d'être déjà remboursé, des trucs comme ça, quoi. Ouais, c'est top ça. Ouais, donc là, ta vision, toujours rester sur du clean. Bon, on va pas entrer dans les détails, mais là, tu vas lancer potentiellement une campagne IFOP aussi. Ouais. Pour faire vraiment du quali. Ouais, c'est même plus du SEO, c'est du média, c'est de l'investissement. Mais quand c'est bankable derrière, bon, c'est là, il faut prendre les bonnes décisions. Donc, ouais, non, franchement, c'est top les projets que vous préparez là. Ça, tu vois, l'IFOP, ça vient dans la journée du vendredi. C'est quelque chose que je n'ai jamais fait, que je t'ai demandé conseil ou contact. Asynchrone. Voilà, exactement. Mais ça va, vendredi qui arrive là, ça va être, je vais envoyer le mail à la personne, connaître le budget, comment ça se passe. Mais c'est typiquement pas quelque chose, je me dis je vais gagner de l'argent, mais ça va être quelque chose, bon ça reste un budget, mais ça va être de la RD. Tu vois, c'est du RD, SEO, RP. Vous ne dépendez pas de ça, mais ce side project peut être déterminant. Et si ce n'est pas celui-ci, ce sera un autre. Ouais. Okay. Et si ça se passe bien, peut-être je me dirais, vas-y, je relance un site, je voudrais faire du IFOP ou même sur le même site, parce que j'aurais déjà pris du temps à faire du recherche et développement dessus, quoi. Ouais. Ah, et vu que tu es dans l'ultra concurrentiel, il faut être assez inventif pour les bons backlinks, pour les bons trucs. Tu peux pas te permettre... Bon, moi, je t'ai vu à Mal, des fois, tu mettais du 10-15 000, même plus par mois dans des backlinks. Je dis, frérot, gère bien ta trésor, mais bon, quand c'est bankable et que tu voulais faire péter le site, au final, le site, il est encore là, donc c'est top. Mais c'est vrai qu'il faut bien gérer ses dépenses. Et là, tester un IFOP sur l'ultra concurrentiel, sur plein de trucs comme ça, c'est hyper intéressant et hyper enrichissant, quoi. Ouais, on va voir les retombées, quoi. Mais tu vois, c'est pareil, acheter beaucoup de backlinks, est-ce que ça marche, est-ce que ça marche pas? Au final, c'est beaucoup de questions et tout ça, c'est l'avantage de faire un projet, ton gros projet en interne, c'est que tu fais tellement de tests, tu vois, c'est pas comme si tu bossais dans une agence SEO où malheureusement le client n'a pas assez de budget pour faire des tests. Donc tu es très vite limité, que là, quand tu commences à gagner de l'argent, tu peux investir à la place de te mettre dans les poches, RD, apprentissage, test. Au bout d'un moment, ça paye encore plus, tu vois. C'est clair, c'est clair. Ou au pire, t'apprends, quoi. Ouais, une belle leçon. Ouais, c'est une bonne leçon. Mais au moins, c'est le prix de la leçon. Je sais plus ce qu'il disait Oussama Hamar, mais ce que t'apprends, c'est le prix de la leçon. En gros, des fois, il faut dépenser beaucoup, mais parce que t'es obligé de passer par là, quoi. Plus ou moins. Je vais te poser une dernière question, assez ouverte.
Et après, on pourra clôturer, parce que je pense que ça fait déjà 2 heures. Bon, après, il y a les cuts, etc. Ça fait quoi, globalement, de passer de 600 euros, d'un SMIC, à avoir plus ou moins une success story? Parce que moi, je vois tout ce que vous faites. C'est que le début. Et si c'est pas ça, ce sera un autre. Mais il y a tellement de taf derrière, tellement de trucs que ça peut que péter, tu vois. Donc aujourd'hui, vous êtes déjà très très bien. Dans un an, j'espère encore mieux. Ça fait quoi de passer de 600 balles à 100K, voire 150K demain par mois, tu vois? Bah, déjà, ça fait du bien mentalement parce que c'est vrai que ça permet de faire de beaucoup de voyages. Ouais. Beaucoup de voyages, de ne pas avoir de limites au quotidien. Donc, alors bien sûr, je suis pas quelqu'un qui va acheter des Rolex, je suis pas quelqu'un qui va investir dans les voitures parce que j'ai pas de permis déjà. J'ai pas encore d'immobilier, donc c'est vraiment beaucoup de plaisir de la vie de tous les jours, tu vois, d'aller au resto, bah, de pas regarder l'addition, si t'es avec Ouais. tes amis, prendre une bouteille de vin, de pas se mettre de règles. Voilà, demain tu vas aller au Vietnam, bah tac, tu prends des billets pour aller au C'est Vietnam vrai. de Bali. Bah, en vrai, pour moi, c'est la liberté géographique, la liberté de ne pas stresser sur les prix qui est la plus belle des choses. C'est la plus belle chose pour moi. De plus compter. Ouais, de plus compter, ouais. Mais après, je pense que 600 euros, c'est vrai, quand tu gagnes 650 euros à McDo, c'est vrai que tu réfléchis 10 fois plus, tu vois. Ouais. Tu peux pas sortir avec les potes, en plus tu travailles. Voilà, les boîtes de nuit, tu vas en France, c'est 100 euros la bouteille. Tu vas au resto, tu vas inviter ta copine, bah, il faut réfléchir pour les anniversaires, les trucs comme ça. Jamais Après, invite au McDo. au Avec les kebab, points. au kebab, fou. Non, mais après, tu as deux transitions, je pense. T'as la première transition, c'est là où tu vas gagner de l'argent en automatique, Ouais. où tu vas gagner 2 000 à 3 000 euros. Après, pour moi, tu as une autre step qui va être les 10K par mois. Après, il n'y a plus de step. Il y a plus Ouais. de step. En vrai, si demain je fais une facture de 12 000 euros ou de 90 000 euros à la régie, par exemple, pour moi, les sentiments, ça va être que des zéros. C'est pas dire que je vais dépenser plus dans le mois. Au contraire, je suis content, je vais mettre de côté pour investir sur un projet, des trucs comme ça. Mais je pense que la phase des 10K, ça fait énormément pour chaque personne, tu Bien vois. sûr. Et c'est même un peu le target des publicités, passer de 0 à 10K par mois, tu vois. Et je pense que c'est un peu réel au niveau psychologique. Mm. Mais tu regardes plus les chiffres après. Juste Ouais. le truc, bon. Après, je dis pas il faut dépenser son argent bêtement, mais déjà de dire, c'est bon, je fais 10K par mois, je sais que j'ai un train de vie entre le loyer 2 000 à 3 000 euros par mois, des trucs comme ça. Mais au moins, ce train de vie, bah, il est sécurisé à fond et de Ah, temps en c'est temps, pas les je me mêmes fais problèmes. plaisir. Ouais. Ouais, c'est pas les mêmes problèmes. On a des problèmes. Et on aura des problèmes quand on sera millionnaire, je l'espère. Tu vois, ce sera pas encore les mêmes problèmes. Mais c'est sûr que de pas compter, déjà, c'est un kiff, tu vois. Mm. Moi, je kiffe vous inviter. Vas-y, si je paye ma bouteille, je sais que tu la payeras la prochaine fois. Ouais. La technique des Google D'eau. Suggest, t'as payé 2 bouteilles. Ah, c'était une façon de te forcer à aller en boîte ce Ouais. soir-là. Mais non, non, mais c'est sûr, ne plus compter, c'est un kiff. Mm. Et après, par contre, il y a dernier point, je pense qu'on pourra peut-être finir sur ça, c'est il faut faire attention parce que je sais pas si c'est de l'argent, les objectifs, la passion ou quelque chose, mais ça peut devenir une drogue. Ouais. Je m'en souviens un peu de retour en arrière quand je sortais avec une ex à moi, quand je travaillais à McDo, donc elle a connu ça, 600, et moi je disais toujours, j'aimerais gagner 2K par mois ou 3 000 euros par mois, et franchement, je suis le roi du pétrole, tu vois. Et là, quand j'ai eu l'agence web, j'ai gagné 2-3K, donc au final, Toi, t'étais bien, ouais. pendant 1 an ou 2 ans, j'étais plus trop dans cette fibre entrepreneuriale, j'étais plutôt axé sur les projets, et je me faisais mon salaire. J'étais vraiment en mode, vas-y, je me suis fixé des règles. Et au bout d'un moment, tu as cette fibre qui revient. Et tu te dis, si je fais 2K, bah vas-y, je vais essayer de gagner 3K. Si je fais 3K, je vais gagner 4K. Et je m'en souviens, elle me disait, bah là, tu fais 5K par mois, c'est bon. Pourquoi tu veux plus? Bah, en gros, passe plus de temps À la maison à la avec maison. moi, Vas-y, on fait des sorties, des trucs comme ça. Et dans ma tête, je me dis, mais si je fais 5K, je peux en faire 6. ouais. Ouais, Et bien quand sûr. t'en fais 6, t'en fais 10. Quand t'en fais 10, t'en fais 12. Mais au final, que tu gagnes, comme je te disais, 10 ou 30 ou 50K par mois, au final, t'as cette phase de 10, ok, j'ai réussi, mais après, tu es plus en mode plus gros multiplicateur. Tu vois, si je fais 10, je vais en faire 100, et C'est ça. 500, tu vas en faire 500, tu vois, et c'est un engrenage. C'est un engrenage. de fou. Alors que, par exemple, toi ou moi, on le disait au début de l'interview, à aucun moment, l'argent, c'est notre motivation. Mm. Mais c'est un objectif. C'est un Ouais. objectif qui nous représente, qui nous valorise quand même socialement, qui nous permet d'acheter la liberté, comme tu dis, Ouais. le voyage.
Donc ouais, vers 1 million. Bon, peut-être tu vas pas les dépenser ou tu vas les dépenser dans des conneries, mais tu les as fait quand même. Ouais. Et ça, c'est plus ou moins une récompense aussi de montrer, ouais, j'étais suffisamment bon pour les faire. Ouais. Moi, je le vois comme ça. Après, tu dépenses dans ce que tu veux. Bah, t'as pas de compte à rendre aux gens, tu T'as pas vois. de compte C'est à rendre. pas besoin Autant, de te justifier ou ouais, tu vois. autant le faire quand t'es jeune. Parce qu'à partir d'un certain âge, c'est compliqué quand t'as les gamins, la Ouais. nana, etc. Problème des parents âgés, etc. Mm. Mais non, non, mais c'est sûr que c'est un kiff. Après, chacun ses objectifs. Mais à aucun moment, l'argent, c'est une finalité. Non, je pense que c'est tes projets, tu vois, c'est des objectifs professionnels et l'argent, comme je te disais tout à l'heure, je pense que si tu te fixes des objectifs, si tu es bon dans ça, l'argent il suivra tout seul, tu Bien vois. sûr. Mais même les gens disent, ouais, il faut pas faire une niche 100% passionnelle. Je suis sûr que si tu es à fond dans ta niche, tu t'investis à fond et que derrière tu as un peu cette fibre marketing, tu trouveras toujours vraiment bien en vivre. Quand tu vois Ouais. les influenceurs, des trucs comme ça, ou même je prends la niche du golf par exemple, si vraiment tu es à fond dedans, tu écris des articles, tu Bien vas sûr. jouer au golf, tu fais un reportage sur le club du golf, des trucs, mais t'inquiète, on parle pas de MFA Amazon, de vendre des clubs. Ah, Là ouais. on parle vraiment après du sponsoring, tu vas être un peu influenceur sur ton Insta, des trucs comme ça et t'en vis très très bien quoi. Ah non, mais c'est sûr. De toute façon, dis-moi, toi, de ton point de vue, mais moi, j'ai vu plus de passionnés réussir que de personnes qui voulaient gagner de l'argent Ouais, en ah, achetant c'est un ça. e-book ou une formation parce Mm, qu'on fait une promesse de 10 000 euros. mm. Perso, j'en ai vu très peu là, si j'y repense. Mais par contre, tous ceux qui ont réussi, que ce soit tous les témoignages que je mets en avant ou autre, bon, une petite partie, tu vois, parce qu'il y en a plein, c'est surtout à l'époque de Black Hat Money. Mais tout cela, c'était, bah, même à Malte, Telmore ou autre, c'était des passionnés avant tout, tu vois. Ils Mm. n'ont jamais cherché l'oseille. Exactement. Mais l'oseille est venue parce que tu es bon, tu es passionné, tu es dans une niche bankable. Mm. Donc ça aide. Mais viser que l'argent, ouais, c'est pas une finalité en soi. Ouais, ouais. Problème, si tu vises l'argent, pour moi, il faut pas faire de l'entrepreneuriat, il faut mieux rester Un bon salarié, un bon ouais, salarié, avoir ses vacances, avoir ses tickets resto, avoir la sécurité, avoir l'aide, avoir que je sais plus comment on appelle pour les trucs de vacances, CE, tout le ça, ouais. CE, voilà. Là, je pense que et d'essayer de gravir les échelons. Alors, c'est compliqué en France, mais je pense que voilà, l'objectif c'est de trouver une bonne boîte et tu peux avoir des échelons avec le temps, des choses comme ça. L'entrepreneuriat et l'argent, c'est bon, peut-être je me trompe, mais pour moi, l'entrepreneuriat, c'est plutôt vibrer, passion, et tout ça derrière t'amène à l'argent, quoi. Bien sûr. Bon, c'est ça qui nous fait vivre, hein. Je pense demain, il n'y a plus de projet, on fait la gueule un peu. Ouais. On en trouvera un autre, mais c'est sûr, ça fait vibrer, ouais. C'est le bon terme. Bah, même quand on part en vacances, vas-y, on se met à l'hôtel, Ouais, massage, bord piscine, pas c'est ça. d'ordinateur, ça tient 5 minutes. Vas-y, C'est il vrai faut que que, j'allume le PC, là. c'est vrai que moi, je vais faire ma retraite spirituelle la semaine prochaine. 5 jours, ça va être chaud. Ah, Sans attends, on fumée, va sans voir. PC, sans téléphone. Moi, j'attends la vidéo feedback, hein. Ouais, ouais, carrément. Mais c'est un bon test. Même 5 jours, ça paraît incroyable sans Mm. écran. Tu vois. On est tellement habitué. Mais franchement, Edwin, merci à toi Avec pour plaisir, ton merci à toi. partage, ta valeur, ton authenticité. Bon, frérot, tu sais très bien ce que je pense de toi. Je te laisse le mot de la fin. Voilà, si tu veux dire un truc, peut-être un point important pour toi, un conseil. Pour toutes les personnes qui nous écoutent, juste attention avec le jus de pomme. C'est compliqué, mais voilà. En tout cas, c'était marrant comme format. N'hésitez pas à mettre un petit like, un commentaire. Voilà, si vous avez apprécié, si vous souhaitez que peut-être d'autres intervenants interviennent sur la chaîne Romain Pirote Pro, et je vais te laisser le mot de la fin. En tout cas, merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Bah, déjà, si vous êtes arrivé à ce moment-là dans la vidéo, merci de m'avoir écouté et merci encore plus, Romain, de m'avoir invité dans les studios d'enregistrement à Bali. En tout cas, si vous avez des questions ou autres, vous pouvez toujours les poster dans les commentaires, comme ça je checkerai et je pourrai y répondre. Il y a des personnes qui sont dans la phase est-ce que je me lance dans l'entrepreneuriat, est-ce que je me lance dans le SEO, est-ce que je me lance n'importe quoi au final, parce que nous on parle d'entrepreneur SEO web, mais l'entrepreneuriat ça peut être aussi immobilier, ça peut être aussi magasin physique, des e-commerçants, des choses comme ça. Mais en tout cas, moi je souhaite à toutes les personnes de réussir. De toute façon, il y a du business pour tout le monde, hein, que ce soit en France ou n'importe où dans le monde. Et en tout cas, on n'a qu'une seule vie, donc Ouais, il faut vibrer et arrêter de se mettre des règles. Donc je sais que des fois, ça peut être compliqué pour certaines personnes, mais des fois, le plus dur, c'est de faire le premier pas au final. Et après, quand ce premier pas il est fait, bah, j'espère que ce sera de la passion comme nous, histoire de se lever à 5 heures du matin, se coucher à 2 heures, de plus avoir de famille. Non, mais d'être aussi passionné que nous, et surtout dans la vie, c'est pas
de se forcer, c'est vraiment de kiffer, quoi. Ouais, Voilà. complètement. Tu l'as bien dit, la vie est courte. Donc, ça rien de perdre du temps, quoi. S'il y a un truc qui vous anime, faites-le. Parce que le pire, c'est les regrets, mec. Quand je regarde souvent les vidéos des personnes âgées, sur le lit, il n'y a que des regrets qui restent. Hein. Donc, ouais, non, il faut kiffer. Si on veut voyager, il faut voyager. Tu vois, nous, on passe notre temps à bosser. Bon, on arrive à se modérer maintenant, mais on arrive à kiffer et faire beaucoup de choses. Mais c'est vrai que le taf, ça reste un kiff. Donc, on le fait. Et si demain, c'est plus un kiff, tu vois, j'arrête. Hein, mais... Donc, voilà. Merci à tous. Merci. Edwin. Ciao, frérot. Merci.